Supplique d'un niqueur de mer. Pas de préface, ça fait chier tout le monde. Check ça un peu. J'ai déjà une belle collection de misère sur mes étagères, dans mes cahiers et mes placards, sous la poussière. Le secret consiste à faire semblant de les oublier. Faut se protéger de ceux qui se ramènent. Avec tout ça, j'avais eu le temps de snapper un joli selfie à Maëlys, cadrant bien la glace derrière moi et mon sexe en érection. Le message devait être passé. Maëlys sait bien reconnaître une bite tendue d'une breloque. Arrivé à l'entrée, c'est toujours pareil. Tu cherches tes clés longtemps, et puis tu les sens glisser entre tes doigts, teintés sur le vieux tapis bleu, alors tu sais ce qui va arriver. Insérer, tourner, ouvrir, fermer, t'es de l'autre côté, insérer, tourner, sortir. C'est souvent ça toute la semaine, que tu sois en retard ou pas. Il te faut chaque jour trouver la force de sortir et verrouiller la porte. À l'intimité. Ça me donne l'impression que mes 16 mètres carrés sont importants, qu'ils renferment des trésors aux beautés insoupçonnables, même pour les grands riches qu'on voit à la télé. Mon ordi et mon canapé lit, pourquoi plus? Au fond, quand même, il me fallait un petit cul malléable, un Averne coloré, de préf à portée de main. Je suis encore un peu plus en retard, ça me fait chier. J'avale les escaliers au pas de course, voilà beau temps d'or, c'est déjà pas mal. J'ai pas pour habitude de cracher sur le hasard. Je me permets assez souvent de lui rendre sa connerie, mais là, fallait reconnaître qu'il était bien coolos, le hasard. J'étais ravi de le voir arriver, juste à mon niveau, dans un bus tout plein de gens et aussi à la bourre que moi. Ça grince, tout s'ébranle quand je rentre là-dedans. Je me sens comme un globule d'oxygène cahoté dans les artères de la ville. Alors il y a aussi le périph'. Souvent il fait son trop plein de cholestérol, le cochon. Plus personne respire. On suffoque comme des pendus. Et puis à l'intérieur, dans le cerveau, il y a du move. Les grands synapses piétons au centre de toutes les pensées. Ils ruminent, ils se dépriment en silence. Puis moi, qui suis si peu et pourtant comme les autres. Je participe à la vie, pas vrai? Hein? Manque de place à l'intérieur, je m'en souciais peu. Les gens s'écarteraient d'eux-mêmes au goût de mes senteurs. Exquise émanation de volaille. En plus, le retard du bus, ça me donnait clairement un motif pour le boulot. Le patron, il n'est pas méchant quand c'est pas de ma faute. Il sait bien que je suis pas comme les autres. On se refait pas, hein. N'empêche que mon parfum a pas suffi. Je lui ai même poussé quelque peu la vieille qui se collait contre la vitre. Déjà, il régnait plus qu'une mauvaise humeur dans ce bus. C'était comme s'il y avait de la hargne dans leurs yeux, une volonté d'en découdre. Le type derrière moi apprécia peu mon geste nonchalant, et il me le fit savoir. Badaboum, tous dans le bousin, on se mit à vibrer de son grognement rauque. D'habitude, les gens se contentent d'un raclement de gorge forcé ou d'un regard inquisiteur. Lui, c'était le grognement. Était-ce un chien derrière moi? Pas le temps de me retourner, il me saisit violemment l'épaule, et sur le moment, je crus bien qu'il allait me la déboîter, ce con. Mais non. Eut simplement un grand silence, et puis ses dents atroces qui s'élevaient au-dessus de ma tête, serrées comme des crocs, prêtes à me mordre de paroles moralisatrices sur la place des personnes âgées. Je le marave, moi, le cynocéphale, ce FDP. Oh, je m'en tamponnais pas mal au fond. Je sentais seulement qu'il allait se passer quelque chose. D'abord, il pipait mot, et en plus, il y avait comme une atmosphère de haine généralisée, de la méchanceté toute bouillante, un truc prêt à décaper. Ça me fit sourire. Je pensais avec joie, enfin il se passe quelque chose. D'ailleurs, j'ai juste à me retourner vers la vitre. L'air évasif. Je plongeais discrètement dans son paysage urbain. La tension retombe. Ça doit être l'effet anesthésiant de ces hauts blocs grisonnants. Des millions de fourmilières défilaient en vitesse croisière encerclant le bus. Une belle palette de gris, souillée régulièrement de courbes anxieuses. Des spectres voûtés par centaines qui longent les trottoirs. Sans un bruit, tantôt riche, tantôt pauvre. Le plus souvent, c'est la mistoufle. Après quelques arrêts, prudence était de mise. L'accalmie restait relative. Mes doigts valsaient au rythme des textos. Maëlys par-ci, Maëlys par-là. J'en savais plus où donner de la tête de tous ces mots, de ces émojis par centaines. Elle m'asphyxiait tellement que j'en loupais mon arrêt. C'était fort, ça réussit à me vénère. Allez, je me glisse à l'air libre, ça sent déjà meilleur. C'est bon le bitume, l'odeur du ciment. Puis les choses d'un coup furent emportées. Un courant d'air chargé de fumée. Ce truc remontait toute la rue, laissant dans son sillage une traînée terrifiante, impénétrable et noire comme l'onyx. Un tsunami d'obscurité. Un des 4 cavaliers.
Il me semblait inodore. Du moins, je ne sentis rien d'autre que la plate odeur du smog. Je voyais presque plus air. C'était pas plus mal d'ailleurs, ça me permettait d'oublier Maëlys. J'observe tranquillement. Au vu de la densité de gaz, je conclus que ce truc devait s'étendre dans la ville entière. Mais en ziotant attentivement autour de moi, je relevais de multiples colonnades de fumée tombantes de derrière les nuages. Des bouffées de nuit dégoulinantes dans les rues comme de grandes cascades. Pas un chat, juste le silence. Où étaient passés tous les hommes? Dans les films catastrophes que j'ai vus, il y a toujours d'immenses mouvements de foule apeurée et idiote, genre 2012 de Roland Emmerich. Bordel, ça c'était du cinéma. Et voilà que ça me vient à l'esprit, la perte de mes congénères. Ah, je ressentais même pas ce sentiment inquiétant. Le truc que t'as à l'instant d'une solitude subite et inexpliquée. La fumée, chez Wham, stimulait comme un grand relent d'empathie et de plénitude. C'était même plutôt divertissant. Pourtant je ne parvenais à dégager aucune explication cohérente sur ce qui se passait. J'avais bu que la moitié de ma bière et pas usé de stupéfiants depuis plus de 3 jours. Faut que je bouge pour en avoir le cœur net. Foncer encore plus vite vers le domac, le lieu éminent de ma vie, mon taf. Ils devaient m'attendre tous bien en colère, chacun allant de son mode d'expression. Ahmed, mon collègue en cuisine, y serait d'un mutisme total dès mon arrivée. Mais alors du reste, ça se priverait pas de me balancer quelques remarques désagréables durant le reste du service. C'est bien son style. Scylla, l'hôtesse de caisse, ferait des messes basses dans l'oreille de Jamina, la grosse chef de salle, qui est d'ailleurs très secrètement amoureuse de Didier, le boss, le patron, celui qui, sauf sa sympathie naturelle à mon égard, me foutra une rouste sévère pour tous mes contretemps. Une fine équipe de cons galériens, compagnons d'infortune, sous les ordres d'un basque à l'ego démesuré. C'était le cocktail subtil de la réussite à l'américaine, tous réunis sous la bannière du grand M. J'en pleurerais presque de joie tellement qu'on a l'air pathétique au quotidien, autant devant que derrière la caisse. Les gens s'imaginent pas à quel point tout ce qui se passe dans l'envers du décor est branlant, toujours prêt à imploser. J'imagine que c'est comme ça partout, à tous les échelons de la société. Il y en a qui baisent, d'autres qui boivent, puis même pire, paraît que certains se suicident. Enfin, tout le monde fait ce qu'il peut, c'est déjà pas mal. Le ciel reprenait peu à peu ses couleurs douceâtres. Les grosses fumées étaient plus qu'un maigre filet sombre et cotonneux, transperçant le ciel vide en silence. C'est sûrement encore le destin, lui qui semble si souvent amusé. Oh oui, ce con, là d'où il doit se bidonner pas mal, le destin, avec tous les coups qu'il a manigancés en compagnie de son pote préféré, l'ironie du sort. Parce que moi, quand je rentre là-dedans, en enfer, je suis déjà crevé, je suis déjà mort. En plus qu'aujourd'hui j'ai quand même dû marcher 100 mètres de plus que d'habitude. J'ai bien la certitude qu'à la moindre remarque désagréable, je vais péter un boulard. Allez hop, on respire, on expire, on synchronise les gestes. La casquette, la chemise, les chaussures, c'est bon. Je suis habillé, je suis l'employé qu'on attend. L'employé à la casquette McDonald's que tout le monde connaît. Je pousse lentement la porte qui donne sur la salle. Didier est là, le dos tourné en face de moi. Il en impose grave, avec sa chemise blanche et sa combinaison de jean noir ceinture cuir. Je sens juste sa pointe d'eau de Cologne qui se mêle à l'odeur des Big Mac. C'est bon d'être à la maison. Quel tug je fais, je trouve encore l'audace de venir lui tapoter l'épaule. Je lui glisse un salut Didier. Je suis désolé, le bus était en retard, t'inquiète, je me mets au travail tout de suite. C'est inespéré, je me dis. Il se retourne même pas, il s'en branle complet. Ça me laisse plutôt perplexe. J'ose pas vraiment faire le tour pour le prendre de face. J'attends comme un con qu'il daigne se retourner. Bouge-toi en cuisine et on n'en parle plus, mais c'est la dernière fois. Tu sais que j'aime pas me répéter. Faut se dégrouiller, putain. Genre, ça c'est évident, il devait me fagoter un truc comme as. Mais enfin là, il y avait quand même un fond dans son intonation, une sonorité encore inconnue. Quelque chose comme de la méchanceté réfléchie, mûrie par des années de coups reçus sous la ceinture et des hordes de chagrins briseurs de cœur. Quelque chose qui va plus loin que la simple mauvaise humeur, un truc profond et bien installé. Burk. Faudrait l'éviter pendant le service. En cuisine, Ahmed avait l'air de bien gérer la double charge de boulot. Il suait comme pas deux. On le sentait de dessous la Charlotte jusque dans le lobby. Il m'inspirait une vision cocasse où il serait là à bosser, avec juste une serviette autour de la taille sifflotant des petites mélodies comme dans un bain turc, genre la grande vadrouille. Du coup, en arrivant à sa hauteur, je me marrais bien du coin de la bouche. Je comptais lui partager ma blague. Il fit semblant de pas me voir, l'enfoiré.
Il est peut-être cyclotimique le bougre, mais il est prévisible. Faut se méfier. Après ça, il n'y eut plus que les chaleurs infernales qui règnent en maîtresse autour des grilles, les projections d'huile brûlante qui font des cloques aux mains, les incessants ordres de commande. C'est eux qui trouvent toujours le dernier mot pour te faire perdre la raison. Ils sont comme l'ivresse, comme un manège ridicule qui te prend aux tripes et te fait tourner, encore et encore, autour des salades, des oignons et des frites, pour finalement te faire vomir tous ces rogatons sans même les avoir désirés une seule fois. La machine qui te prend et te tord dans tous les sens, qui te fait bouillir dans l'huile pour te forger une carapace tellement dure que t'en deviens imperméable à tout. Mais chaque fois, en dessous, ton corps se fait un petit peu moins chaud, un peu moins fondant. Tu deviens comme ces putains de patates. Mon service prenait fin à 14h tapantes. À vue de nez, je devais avoir perdu pour plus de la moitié de mes valeurs caloriques journalières. On peut dire que j'avais fait mon sport et accompli mon devoir citoyen. Alors au clairon, tous les troufions du staff se retrouvaient serrés et en rang, chacun allant de ses effluves dans l'exigu bureau du manager. C'est le défilé habituel pour le débriefing. Je profitais de l'occasion pour placer quelques questions sur les fumées de ce matin. Didier fut le premier à me répondre, d'un ton étonnamment très dégagé. Oui, c'était plutôt poétique, probablement une usine en dysfonctionnement. Et tous les autres acquiescèrent sereinement d'un même mouvement de tête. Là pour le coup ils étaient surprenants. Bien que les fumées ne m'inspirèrent aucune inquiétude, ce désintérêt total de leur part était chelou. Leur positivisme m'inquiétait. Même sur les réseaux, les stories de mes potes, je ne trouvais que des selfies. De larges sourires posant devant les fumées, des photos Insta par-ci par-là, même quelques tumblers de meufs dénudées et sexy, étendues, l'air de rien, au-devant de ces colonnes noires. Je n'ai pas tellement envie d'insister sur le sujet, et quittant le bureau en premier comme d'habitude, je me trouvais bien seul dehors. Moi, l'ouvrier au pied du patron, ça me laissait le temps d'observer le ciel turnerien qui s'élançait en vaguelettes tourbillonnantes, décolorant depuis l'horizon le bleu du ciel et ses longues arborescences grisâtres. Les couleurs, depuis autant que je sache, semblaient avoir été expulsées hors des frontières. Il n'y a pas un seul jour sans que ce paysage monochrome s'offre à mon quotidien, dans mes promenades, mes sorties en couple, ou les soirées de beuverie du samedi soir. À la longue, on s'y fait, surtout quand on est né dedans. Parfois je tombe tristement sur de vieilles toiles fauvistes, alors je verse une petite larme, mais c'est bien tout. En déambulant aux alentours du centre-ville, je saluais quelques clochards, camarades de bouteilles de longue haleine. Bien que nous ne buvions jamais ensemble, il se produisait toujours quelques échanges de regards et de mots humanistes à la sortie des bars. Le chant du goulot, ça te prend, ça t'émoustille. Dans la pénombre. Ils sont étalés sur le sol, et moi je suis bourré, tenu aux épaules par mes poteaux. Là, on se dit tout, qu'on est des frères, qu'on vient de la même planète. L'alcool fait vraiment plein de choses, surtout fondre la zermie. Soudainement, une petite vibration agréable pénétra le haut de ma cuisse. C'était un SMS. Sûrement quelqu'un qui connaissait mes horaires de boulot. Pourtant, il n'y en a pas des masses. Gagné, c'était Marc, mon ami de toujours. Il m'invitait ce soir à son appart pour faire du son, avec du bon rouge, sa mère. Une offre alléchante, certainement, mais qui devait se négocier avec Maëlys, sa chatte en chaleur. C'était pas chose aisée, vu la promesse d'un sexe bandant que je lui fis ce matin. En y pensant posément, je pouvais très bien passer en début de soirée puis la baiser, mais elle supporterait jamais que je foute le camp juste après. À l'abnégation. Tant pis pour Marc. Je lui proposerai de se voir demain, autour des mêmes modalités. C'est vrai que notre mixtape de rap n'a pas beaucoup avancé. Depuis des lustres qu'on en parle. Pour aller voir mon plan Huc, fallait que je me fasse beau. Je pris donc la direction des grands magasins. J'avais pas beaucoup d'oseille, mais c'était suffisant pour se faire parfumer et couvrir mes odeurs de friture. Alors, posé, je me laisse porter par la douceur des escalators, parfaite incarnation du mouvement paisible et infini de la machine, celui qui t'emporte agréablement dans sa mort indolore. Faites, s'il vous plaît, Seigneur, que toutes les rues en soient couvertes. J'en voudrais jusque pavé dans ma salle de bain. Côté cosmétique, je me saisis discrètement des 2 parfums de présentation. Personne pour zioter, j'ai vérifié. Je m'asperge rapidement les aisselles et le cou de ces douces liqueurs. Je me dis, personne m'a vu, donc pas d'emmerde, mon honneur est sauf. Faut dire que c'est facile de passer inaperçu dans ces grands temples. Tout le monde est trop occupé à arranger son panier et pousser son caddie sans accroc. Il y a, en ces lieux saints,
Et c'est bien connu, le respect de la prière de l'autre. Silence et mère de sûreté dans les affres de la consommation. Hop, j'avais pécho les condoms. J'ai remarqué, par expérience, que les gens les plus sympas se trouvent à la caisse moins de 10 articles. C'est ceux qui sont pas pressés, qui font leurs courses pour une petite envie, pour un petit budget. Globalement, des gens simples et rigolos. Perso, à chaque fois, je m'arrêtais quelques instants pour les observer. Les gens à moins de 10 articles, ça donne la banane. C'est des dissidents à qui on laisse une place, des exemples. De toute façon, j'ai juste une boîte de capotes goût fraise, c'est pas pédant. Mais aller faire les courses rien que pour ça, faut que dans l'assemblée, ça provoque un rictus tout juste contenu. Sur les lèvres gercées des quinquas, même la caissière, elle m'a fait un clin d'œil, bordel. Ils savent plus ce que c'est que d'être jeunes, ils font semblant de savoir encore. Les menteurs. Il commence à se faire tard et je me dirige vers le métro. Je suis vraiment las de ce moyen de transport. Depuis plusieurs mois, il me file un mal de crâne d'enfer. J'évite au max de l'emprunter. Mais dans les grandes villes, quand on est sans le sou, c'est binaire. Il y a ça ou le bus. Les grands tunnels blancs carrelés, parsemés d'affiches publicitaires et de mendiants aux accents toniques. Moi, ça me travaille sec. Je peux y ressentir là-dedans toutes les mauvaises ondes, les passagers qui cherchent à fuir vers l'air libre. Par ces tunnels, c'est dur de passer outre. Et cette fois-ci, j'ai été happé. J'ai vu, de mes yeux, les cheveux blancs neige entourer le crâne nu de la vérité, celui qui se traînait sans accroc le long d'un survêt chargé de pluie, ses chaussures de sport flashy entre les néons du métro. Il était là, devant moi, le fils d'Antonin Artaud. Oui, je l'aurais reconnu entre mille. Je le fixe si intensément, cette réincarnation miraculeuse qui semble voir bien au-delà de son propre regard. Le voilà, l'ange déchu qui s'arrête à la lueur d'une misérable affiche pub. J'arrive tremblant à son niveau, sans même espérer avoir la force de me plonger dans ses yeux. Le voilà qui se retourne alors comme une ombre qui déphaserait la lumière, et dans un éclat merveilleux, ses pupilles inondent mon regard si crédule. C'était bien lui. Et si secrète fut son expression fantomatique, que je tombais de ne jamais pouvoir trouver la clé de son être. J'aurais donné ma vie et mon temps pour lui offrir ma reconnaissance. Mais mon fort intérieur décida d'agripper cette salope de lâcheté qui se nomme le destin. Plus air ne me commandait, et Artophis s'éloignait dans mon dos, vers l'ascenseur du métro, celui-là qui sent la pisse fraîche du SDF imbibé de bière. Je courus sur ses pas jusqu'à en crever, montant deux à deux les marches noires et froides qui me séparaient de lui. Fouillant du regard tous les dessous de bancs couverts de sacs pleins de puces, et même entre les friandises de l'immuable monolithe automatique. Je ne trouva là rien que la mort. La faucheuse qu'attendent toujours sans retard les sans-abri du métro. J'étais achevé. La vie me faisait encore l'honneur d'un régime symbolique toujours plus drastique, violent et éphémère. J'avais, au moins cette certitude, de n'être plus seul entre les âges. Artaud est ici, maintenant, à jamais entre les murs caressés de solitude des rames de métro. Cet événement m'avait plongé dans un état catatonique. J'étais bercé entre les mouvements irréguliers de la rame, sentant un mal de plus en plus grand qui m'empêchait de rester éveillé. Les choses se déformaient et prenaient une tournure effrayante autour de moi. Dans mon délire, je tentais d'écrire un SMS à ma mère. « Maman, je commence à voir des hommes dans les choses. J'entends ce cri usant, ces forces jamais lassantes qui hurlent dans les rames vides du métro et qui résonnent contre les angles morts de mon être. Le temps se tue dans les corps crevés qui jonchent les dédales de mon esprit, pendant que cette face, crispée d'effroi, tente de repousser les démons assaillants. S'il te plaît, ce n'est pas cette vieille dame qui se traîne à pas feutrer, ni le bruissement des rats rongeant ses maigres ossements. C'est juste la mort qui me parle. Bisous. » Il me fallut tout de même plusieurs dizaines de minutes de calme, allongé sur un banc à l'extérieur, pour peser le poids des mots que j'avais écrits. Je ne me reconnaissais pas. Quelle horreur de se voir possédé si largement par le roulement d'une machine. J'étais l'inverse d'un cyborg, plus rien qu'une âme en peine. Pourquoi vois-je ainsi tout le temps une forme dans le miroir? Je sais pourtant qu'il n'y a rien. Arrivé dans son quartier populaire, à grande barre d'immeubles, je savais que Maëlys m'attendait. Je sentais plutôt bon, et à la caméra de l'interphone, je tentais de prendre une pause dégagée.
Elle me fit sa petite blague habituelle. C'est qui? Et moi j'étais obligé de répondre pour pas la vexer. C'est Jiffy. Ok, je pouvais rentrer. Elle habitait au 5e entre un couple de vieux au-dessus et une jeune famille maghrébine avec 4 enfants en dessous. Tu parles d'une veine. C'était comme avoir constamment qu'un seul écouteur aux oreilles, une folie. Quand elle ouvrit la porte, putain quel déluge. Tout mon stress s'écoula hors de moi dans un long fleuve tranquille. Je pouvais l'entendre ruisseler du 4e et aller en clapotant jusqu'au rez-de-chaussée. Comme elle était belle. Elle avait mis un leggings découpé court. C'était de sa confection. Je pouvais admirer ses jambes tout en observant minutieusement la courbe de ses petites fesses. Elle s'agrémentait d'un t-shirt au col rond à rayures de pois rose. C'était pas mal, ça masquait l'absence de décolleté. Et puis son large sourire laissait juste ce qu'il faut d'érotisme, toutes les vertus de son beau visage oriental. Je l'embrassai rapidement, puis langoureusement, et en posant tranquillement mes mains sur sa taille, je fus enfin bien. Ce soir, elle voulait pas brûler les étapes. J'eus donc droit à un joli dîner en tête-à-tête autour d'une tarte aux herbes maison, ma foi pas dégueu, puis 2 boules de glace à la vanille enrobées de chocolat. Elle connaissait mon goût prononcé pour les sucreries, ça aussi c'était plaisant. Tranquillement nous nous dirigeâmes vers son petit canapé, tout orné de coussins moelleux et de plaids colorés. La conversation jusqu'alors banale glissait progressivement dans un mutisme érotique. Nous nous regardions profondément dans les yeux. Puis je sentis que c'était le moment M, quand elle se mit à genoux pour me sucer. D'habitude ça ne se passe pas comme ça, c'est plus sensuel, mais là elle était très excitée. J'allais pas me plaindre quand même. Pourtant qu'elle me léchait les couilles, j'eus l'étrange impression que son regard se perdait dans la bestialité, emporté par une force noire que je ne lui reconnaissais pas, et qui allait au-delà du plaisir intense que cela produisait. Je ne me sentais plus à ma place, comme si je la baisais au cou d'un soir. C'était assez étrange. Puis vint le moment du coït, où elle insistait vivement pour que je la prenne fort, que je lui tire les veuches, et même que je lui mette des ramponneaux au huc. Toutes nos soirées à faire l'amour sensuellement, où je devais prendre les devants, forcer l'ensemble, le rendre plus vivace, ça semblait plus qu'un vague souvenir. Elle était déchaînée, putain c'était dur de se retenir. Tout haletant, je termina sur ses seins. La tension tombait doucement. Voilà les étreintes de tendresse, et à peine audibles, les mots doux qui les accompagnent. T'étais en forme ce soir, que je lui chuchota. Oui, c'est comme si je m'étais découverte, quelque chose de différent. Ah oui, et comment ça se fait? Je devais inciter pour tarir ma curiosité. C'est depuis ce matin j'ai trouvé une force en moi que je ne soupçonnais pas, genre un truc fort. C'est pas banal que je pensa sur le coup. Je lui caressais doucement le ventre en décrivant des cercles avec mon doigt. C'est beau autour de son nombril. Je sentais toute la chaleur de son corps, juste de l'autre côté de sa peau, à quelques millimètres de mon index. Puis le temps ralentit doucement, et alors qu'elle s'endormait progressivement, je méditais, bloqué sur ses déclarations, impossible de dormir. Je pouvais pas m'empêcher de penser à ces événements incongrus. Mince, j'ai pas rêvé. Ça avait un lien étroit avec les grandes fumées apparues ce matin. Seulement personne semblait le saisir, ou tout le monde feignait de pas comprendre. Je savais plus quoi penser. Mon esprit se perdait peu à peu, j'assistais à des éclosions de songes, à toutes les mains que j'ai serrées, au moins des milliers qui devaient en avoir, et chacune de ces mains ont touché des bites, des chattes et des milliers d'autres mains, toutes les bises que j'ai faites des milliers aussi, parfois des dizaines et des centaines aux mêmes personnes. Seulement voilà, la bouche de l'autre avec tous les mots, toutes les phrases qu'elle a prononcées et déversées dans les oreilles de milliers d'autres gens. Cette bouche-là, elle ne se donne qu'à une poignée de personnes dans la vie. La bouche de l'amour, c'est l'endroit le plus vivant et secret du corps. Peut-être les pieds aussi. J'en étais là de ma pensée quand je ne parvins plus à distinguer mes rêveries de la réalité. J'aperçus dans le lointain, seul, une étoile transperçant l'obscurité muette de la nuit. Je l'observais d'un seul œil, car mon autre partie était déjà loin. Je ressentais alors toute sa chaleur douce et lointaine qui m'inondait de lumière. Elle me contait son éternité, comme une berceuse enfantine. Je tombais de sommeil en savourant la certitude qu'à la prochaine aurore, elle rayonnerait de nouveau jusqu'à moi. On prend tellement de chemin au cours d'une journée pour comprendre, souriant, au moment du coucher, que
tout cela ne fut qu'une seule route. 7h24. Maëlys me caressait doucement pour me réveiller. J'entr'ouvris progressivement un œil, puis l'autre, et je commençais à apercevoir ses cheveux se balancer autour de mon riflard. Elle me suçait dès l'aube. C'était beau, gentil, et bien plus agréable que n'importe quelle sonnerie de mon iPhone, même pépite. Malheureusement, ça avait un effet contraire à ma mise en activité. Et approchant de l'orgasme, j'acceptais lâchement d'être en retard 2 jours d'affilée. 7h38. Je quittais brusquement son appart en lui promettant de se revoir bientôt, la remerciant beaucoup et lui assurant qu'elle était la seule qui comptait pour moi. Le package habituel du baiser pressé. De toute façon, je m'étais résigné depuis Mathusalem à la retrouver dès 8h15 dans un échange épistolaire bidon. D'ailleurs, Marc m'a toujours pas répondu. J'espère qu'il s'est pas vexé. Je comprends pas le moment où une conversation par SMS s'arrête. Pourquoi l'autre m'a pas répondu? Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire ou penser pour que tout d'un coup il se retire de notre échange? J'ai remarqué à ce propos que chaque texto est le chapitre d'un long roman, et qu'en reconstituant tous les mots d'un inconnu, on peut en apprendre. Se passionner pour les mystères de son irréalité. Dans le bus, les gens me dévisagent tous. Ils se dévisagent tous entre eux. On dirait qu'ils vont se bouffer sur place. Mais les codes sociaux sont là, bien solides, résistants. Je suis certain que la fumée y est pour quelque chose. Leurs yeux semblent assombris, noirs comme celui des fumées inhibitrices. Il faut que j'en parle à Marc. En le regardant bien dans les yeux cependant, on ne sait jamais qu'il serait atteint lui aussi. C'est comme si les gens étaient tous un peu plus méchants que d'hab. Juste ce qu'il faut pour dépasser le stade désagréable et devenir une menace. Enfin, je passe la porte de service avec 3 minutes de retard, ça va, pas de quoi en faire un fromage. À la vue des petits vestiaires puant la sueur, j'eus ce dégoût du travail, celui que tu fais pour payer tes factures et bouffer à ta faim. J'en ai assez d'enfiler ma casquette et cette vieille Charlotte qui détruit ma structure capillaire. Je m'offrais encore un peu de temps avant de commencer à bosser. Hop, je fais le tour du resto pour saluer tout le monde. Silla et Ahmed sont en caisse. Ils me laissent en cuisine avec Jamina. J'aime bien Jamina. J'accepte même sympathiquement ses 10 kilos excédentaires, mais elle est vraiment trop faucheton pour que je puisse lui sourire sincèrement. Elle se contentera de mon salut de la main. D'ailleurs qu'elle est trop occupée avec ses frites, elle pouvait à peine me répondre. Ah, la cuisine, ce purgatoire. Je commence à le sentir. Ça gronde sous la boîte crânienne. Mon cerveau se met peu à peu à fondre comme la graisse bouillante des steaks. Ma chair, liquéfiée à la chaleur du grill en multitude de pensées irrationnelles, comme de m'acheter un vélo d'appartement ou de me faire la coupe à Zlatan. N'importe quoi. Fallait que j'aille chier, c'était pressant. Cette envie qui te prend aux tripes et te menace d'une coulure impromptue. Les chiottes du McDo, c'était kit ou double. Quiconque y a déjà tenté une commission d'urgence sait de quoi je parle. Je ne pus contenir un gémissement douloureux à l'amérissage. Une sombre merde très dense enveloppait l'ensemble de la cuvette. Une grosse mare noirâtre, littéralement méconnaissable, avait terraformé le trône qui semblait maintenant un bayou de la Nouvelle-Orléans. Je tirai rapidement la chasse, histoire de ne pas me faire remarquer, et pendant que je me savonnais les mains avec amusement, je plaignais le suivant, comme il est coutume après ce genre d'étron. Revenant en cuisine, je trouvais l'ensemble de mes camarades cerclés autour de Didier. Le silence qui régnait dans le restaurant était à peine couvert par l'écho criard de son talkie-walkie. Je m'approchais l'air de rien, écoutant, avec attention, cette voix robotique qui hurlait depuis les haut-parleurs. Cela disait, de manière très articulée: nous invitons tous les travailleurs actuellement en service à interrompre leurs activités et à rejoindre les postes de police ou hôpitaux les plus proches. Il s'agit d'un simple contrôle sanitaire. Ceci n'est pas un exercice. Il s'agit d'une simple procédure officielle sous l'agrément du ministère de la Santé et la supervision du président de la République. Aussi le message passait en boucle, s'entrecoupant de pauses musicales qui se voulaient apaisantes. Je reconnais, tout bousillé, le clair de lune de Debussy. Malgré ça, mes compagnons avaient l'air plutôt en colère. Silla craqua la première, s'écriant d'un air presque communiste: « Comment on va faire pour travailler, hein ?
Ils y pensent à notre travail, et ma famille, et mon salaire. Ahmed renchérit d'un ton assuré, qui trahissait cependant un énervement profond. J'irai pas, moi. La police ou les hôpitaux, c'est la même chose. C'est tous des pions qui cherchent à nous manipuler. J'ai pas confiance, je vous dis. Didier tentait de maîtriser la situation. Il se croyait médiateur de l'État au vu de sa position hiérarchique. Didi. Il était du genre à rapidement vriller et à se prendre pour Napoléon. On va essayer de faire ce qu'on nous dit, ok? Qu'est-ce qui peut nous arriver, au fond? Pas grand-chose. Allez, je vais vous demander de me suivre. Là-dessus, il élevait la voix très fort comme rarement auparavant. Un vrai chef de guerre. Dans le genre, il a fait son petit effet. Et puis sur la colère, pour se faire entendre, faut toujours plus de colère. Surtout au taf. Moi, je préférais garder le silence. C'était mon droit. M'éclipser dans l'ombre, vers la sortie. Je suis pas un facieux. Je prétexterai plus tard y avoir été seul. Il me croira, comme d'hab, ce gentil Didier. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils y croient tous. Font-ils exprès, bordel? Faut le dire. Bientôt les hommes toucheront leur but. La vérité sera distancée par les illusions. Perso, moi j'ai le nez bouché. Je peux regarder la demeure plus près que les autres. Encore qu'en vérité, je vois clair que dans la nuit. Éveillé et les yeux clos, j'aimerais seulement pouvoir écrire dans le noir. Éviter les éclats aveuglants. C'est décidé. Ce soir, je sors avec Marc, on va boire, rigoler, et ce sera tout. La rame de métro laisse une traînée impénétrable derrière elle. Toutes les pensées des passagers, tirées vers leur passé par la force du temps, elles mutent lentement en souvenirs éthérés et insondables. J'étais plus qu'à 2 stations de chez Marc, et déjà bien triste de ma journée. J'avais le bourdon. La majorité des gens étaient passés faire leurs tests sanitaires. Ils semblaient déjà bien plus calmes. D'autres, plus contraignants, restaient embaumés de colère. Décidément, pour patienter sereinement, fallait que je tease. Alors, non sans mal, je m'inventais un paysage bucolique. Les pieds foulant l'alpage près d'un ruisseau. Il coule, sereinement entre 2 arbres, et rien. Rien ne pourrait en être autrement. Conciliation tranquille au fond d'une vallée, évaporée, unique, et pourtant évanouie à ses beautés. Amante anonyme aux usages polygames, je l'aime, au-delà des angéliques nappes de brume. Les sages écoutent, silencieux, l'inconnue mémoire de la campagne, la voix des ancêtres qui répand son écho dans la sève des végétaux. C'était beau dans ma tête. J'étais arrivé. Marc était là sur le trottoir, il souriait au plaisir de me voir. Tout en claquant une bise, nous nous serrâmes la main chaleureusement. Il me pressait douloureusement les phalanges. Le mystère des geeks aux poignes de fer. La masturbation peut-être. Je lui fis part de mon envie de pizza, commandée au tel et livrée à vélo. Bon plan. Mais quand on y pense, il y a pas mal d'efforts humains sous les garnitures. C'est des confrères. Je les vois qui pleurent dans mes tranches de chorizo. C'est leurs larmes de sueur qui brillent là-dessus. Marc, ça te dit, on sort ce soir, j'ai envie de rencontrer des gens. Comme d'hab, il était moyennement déter. J'insistais. Je m'en fous, on y va quand même, tu vas pas rester puceau toute ta vie. Ça c'est l'argument horrible, culpabilisant et complètement méchant pour lui. J'étais pas cool ce coup-là. Résigné, il acceptait. Ok, mais on reste pas longtemps, faut qu'on avance notre mixtape. Le rituel, un petit code, un petit FIFA, ding-dong, la pizza. On but pas mal de bière, un bon moment de partage. Les rares restes d'une culture bof que mes parents m'ont légué bien malgré eux. Le temps de se rouler un petit stick, on avait trouvé une boîte de nuit sur Google Maps, pas trop loin d'ici, mais tenue exigée, le NY. On avait la technique, toujours mettre des lunettes teintées. Quand on peut pas te regarder dans les yeux, on sait pas qui t'es. Le NY c'était pas mal. Prix des consos variés d'un profil à l'autre, les meufs comme d'hab payaient peu. On pouvait vite s'enivrer à la lueur mauve des néons qui scintillaient autour du dance floor. En revanche, mes lunettes rendaient difficile l'observation des boules qui se trouvaient dans la pénombre. Ça m'obligeait à fixer les femelles du bar et celles qui twerkaient sur la piste. Marc s'ennuyait sévère. J'y pouvais rien, moi, s'il était incapable d'aborder un cul sans bafouiller. Il pouvait au moins boire tranquille et mater, non?
Alors, assez rapidement, je me trouva complètement sec. Mes inhibitions commençaient à se déglinguer dans tous les sens. Merde, c'est pas du tout l'effet que j'escomptais. Quelque chose prit à nouveau possession de moi pour me plonger dans un délire profond. Je commençais à haïr de plaisir les gens autour de moi. Tous ces gens qui parlaient et bougeaient en rythme n'étaient rien d'autre que des cadavres, dans l'attente du vivant qui les sortira de leur prison finie. Rien de plus que du temps à revendre aux plus pressés, aux plus aveugles de la mort. Je crois le savoir, la décomposition est obligatoire, inévitable échéance au désir qui soumet même les plus francs, comme je les aime. C'est que je me sens eux. Faut être insouciant et si balèze pour voyager dans l'abîme du temps. Qui sait le jeu pour se croire plus fort que le temps? Ni moi, ni Marc, pas plus qu'une chose du présent prête à donner son vide à la force de vie, la force de l'oubli, c'est-à-dire du déni. Comme je les aime quand ils dansent jusqu'au contact du sein maternel, celui qui si affable donne la vie et la reprend sans mépris. Je suis faible quand je l'aime, quand je veux la baiser jusqu'au plus haut cri, pourtant que je la kiffe, cette morte qui me sourit. Tiens, te voilà encore, je suis ravi. Je bande maintenant. Eh gros, réveille-toi. Eh putain, me fais pas ce coup-là. Bordel, il va pas claquer là. Faut le traîner jusqu'à chez lui. Bah démerde-toi tout seul, c'est ton pote. J'entrais à pas lents dans le sas de décompression. Mon esprit prenait enfin ses aises dans la zone de repos. Plus de putes, plus de cons. Je pouvais enfin sentir tout cet oxygène qui emplissait mes poumons et s'en expulsait miraculeusement, comme la preuve de mon existence, celle qui me disait je suis, et en effet, je suis, je pue et rien d'autre. Me voilà dans mon bon plaisir, le seul que j'ai et que je n'aurai jamais. Apprécier amoureusement la senteur de notre merde, notre être du bout des doigts, celui que nous sommes et à qui nous n'échapperons pas. Merci, caca. Des gueules de bois comme celle-là, j'en ai rarement eu. Fallait bien une première fois tout. On m'avait sûrement laissé chez moi car ça sentait le poulet putréfié, mais encore plus fort que la dernière fois. On se serait cru dans un cercueil. Pourquoi avais-je le sentiment d'être quelqu'un perdu dans ces grands blocs de murs parsemés de portes, libre de fixer intensément la seule fenêtre de l'appartement? Chaque matin, je pouvais penser à l'aigreur de mes cernes qui étaient toujours plus relevées, au réveil claironné de mes promenades salariales. J'entendais, en guise d'orchestration, les serrures de fer lourdes qui tournaient et se retournaient depuis les fonds de couloir, poussées par les mains froides et résignées de mes plus discrets voisins, les travailleurs, ceux qu'on ne voit jamais mais dont on devine l'existence au crépuscule et à l'aurore, au moment des disputes conjugales et des livraisons de pizza. Petite vie de battements solitaires, partageant grandes tours grises de silence. Une prison sans geôlier et sans détenu, où chacun a fini par accepter l'impossibilité d'une évasion. Moi, j'avais décidé de pas aller bosser aujourd'hui. J'étais malade, c'est comme as. Meilleur prétexte, j'étais à une seconde révision de mes tests sanitaires. Dans le pire des cas, j'avais droit à 3 avertissements de la direction avant licenciement, comme à l'école primaire. Tu sais bien qu'au bout de 3 croix, tu vas avoir des problèmes. Moi, j'avais jamais eu de problème. En checkant mon FB, j'ai tout de suite zioté la quantité impressionnante de notifs. 11 planètes blanches sur ciel bleu, qui faisait référence à une photo de Wham, prise hier soir, complètement torchée dans les bras de Marc. Elle était annotée « Meilleurs amis pour la vie ». Et en plus, je l'embrassais sur la bouche. Résultat, 10 j'aime et une émoticône triste. C'était Maëlys, qui désespérait de jamais me voir arrêter l'alcool. Maman, loin de ses bêtises, m'avait laissé un message vocal. C'était sa singularité, la seule personne de mon répertoire qui utilisait encore cette fonctionnalité. J'écoutais au loin, m'enfonçant de plus en plus dans l'alcôve. Je sentais affluer les larmes, profondément suffoquées. Elle me détaillait exhaustivement les détériorations de son état, atteinte de symptômes jamais observés auparavant. Elle se plaignait de ne plus pouvoir manger ni se déplacer seule. Sa voix rompue et fatiguée me coupa toute joie. Un chancre grandissait dans mes artères. Je sentais qu'il absorbait ma sensibilité, la poussant jusque dans ses derniers retranchements. Enfin, j'éclatais en sanglots, l'entendant me dire
toute haletante qu'il fallait que je vienne la voir. Depuis les limbes, le tel au sol, j'irai, oui, aujourd'hui. Ma daronne, habitante de province reculée, a choisi de rester fidèle à l'ancien foyer familial. Sa grande solitude exaltait dans ce tombeau humide, étendu jusqu'au fond du petit jardin, toujours convenablement entretenu. Une bouture d'existence sur cette terre, silencieuse. Je l'aimais beaucoup. C'est pas rien, une maman. Avant de partir, quand même, je m'offrais un petit quart d'heure sur Pornhub, teen, doggy style. On change pas une équipe qui gagne. Ça faisait longtemps que j'y trouvais plus aucun plaisir. Ça me dépérissait le cerveau, mais ça tuait le temps, c'était moins chiant qu'un livre. Oups, j'en aurais presque oublié les impératifs. Ne pas laisser tomber ma Élise 2 soirs de suite sans la mettre au jus. Bébé, je vais chez ma mère, elle est malade, et je dors là-bas au moins pour ce soir. Vu, à 10h13. Ok mon cœur, j'espère que c'est pas trop grave, genre mortel. Donne-moi des nouvelles, s'il te plaît. JTM. Dans ces circonstances, elle devrait me laisser pépère pour quelques heures, juste avant de revenir par Snap me soutenir moralement. Les filles adorent soutenir moralement leur mec. J'avais un abonnement de train pack illimité jeune. Ça me trouait le cul niveau thune, mais au final j'étais bien content. Au moment de tendre ma carte au contrôleur, quand je pouvais simuler le malicieux fraudeur, prenant le mauvais air du type complètement en infraction. On se divertit comme on peut dans un train corail. Après avoir bien trop speedé dans le métro, j'arrive 20 minutes en avance sur le quai de gare. J'étais essoufflé mais plutôt réjoui de voir plein de bonnes meufs qui s'impatientaient le long de la voie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'appréciais vraiment la ponctualité, autant chez moi que chez les autres. Mais arriver avec autant d'avance, ça m'ennuyait fort. Allez que je me dis, ça laisse du temps pour respirer, pour péter un coup. Alors j'attends. Je mate un cul par-ci, une jupe par-là, puis j'attends encore. On attend tous sur le quai, tous le même train de la mort. Il y a ceux qui passent le temps s'absorbant dans leurs écouteurs ou dans les petites lignes d'un texto. Puis il y a ce couple d'amoureux qui ne semble pas voir que le train a du retard. Enlacés l'un dans l'autre, ils s'embrassent. Pour eux, le temps s'est arrêté, et enfin ils vivent quelque chose, évaporés du grand voyage sans départ ni arrivée, ponctuel et infini. Le haut panneau noir annonçait en lettres oranges un retard d'environ 30 minutes. L'usage d'environ, le mensonge de l'incertitude. J'étais plutôt excédé par la demi-heure de vie qu'il s'apprêtait à me subtiliser. Certes, rien ne pressait, et maman savait que je venais dans la journée. Mais je ne supporte pas qu'on abuse de ma patience, surtout quand j'ai payé pour un service. Quelle tête de con je suis, hein. Allez, quoi, parfois faut se laisser envahir par ses petites faiblesses. J'eus l'idée de rédiger sur le coup de la franche rigolade un email à l'égard du dirigeant chef des cheminots. Petit FDP, je te suggère avec toute l'affection que je porte à tes trains et ces belles gares, ô reine de beauté, de placer des bonnes bouteilles de rouge et une grosse dose de weed dans tes machines bouffeuses de tickets. Des offrandes prêtes à être délivrées après compostage. Tu diminueras ainsi de manière significative toute forme de fraude. Mieux que ça, les gens pourront coller leurs fesses anesthésiées au rebord de tes voies ferrées et se faire sodomiser par le retard de tes trains, aussi suffocants et brûlants que ceux des nazis, la ponctualité en moins. Cordialement, un usager usé. Décidément, j'étais qu'un con de plus. Le train déchira la gare avec ses horribles freins tranchants, hurlant tout le long du quai d'insoutenables injures métallisées. J'apercevais déjà d'un œil hagard mes dernières rêveries, toutes jaillissantes de mes tympans ébréchés, fuir par-delà les wagons, rejoindre leurs amis éthérés. Je pris place rapidement dans le fond du train, espérant ne pas être dérangé par des passants bruyants ou corpulents. En quelques minutes, je me mis à l'aise, mode détente activé. Déjà bien loin du bruit de la machine et de sa moche voix robotique. Je m'aventurais derrière la vitre, étourdi à travers ces paysages qui tissaient mes pensées, filantes au gré des rails. On marqua 2 arrêts. Le contrôleur, un des premiers modèles prototypes de robots publics, je dirais plutôt un grossier tas de ferraille orné d'une casquette rouge avec une bouche bouffeuse de tickets, passait en silence parmi les passagers. Contrôle des titres de transport. Encore une voie trafiquée. J'étais en règle.
Manque de peau, ce fut à l'arrêt suivant qu'un groupe d'individus d'une vingtaine d'années, peu respectueux et mal élevés, tous vêtus de moches blousons noirs, prirent place juste à côté de moi. Avec leurs enceintes Bluetooth haut de gamme, ils m'imposèrent le nouvel album de Damso, Guerrier Noir. Le tube de l'album, disons leur chanson favorite, qu'ils passèrent 3 fois de suite, racontait un viol que Damso faisait subir dans un 747 à une hôtesse de l'air sud-américaine. Il lui coupait les ailes et forçait ses trains d'atterrissage. Dans les derniers couplets, Guerrier Noir découpait même son corps pour le faire disparaître dans les chiottes de l'avion. Putain de merde. Je pensais dire qu'il y a eu batterie faible. C'est vrai que j'avais pas les couilles de leur demander de baisser le son. Ces enfoirés. Faut dire qu'à 4 contre 1, j'étais mal barré. Dans les trains, c'est toujours que de la lâcheté. Un silence criant de soumission. Les passagers sont attachés à l'autorité de l'uniforme, quand c'est pas le muscle ou le déni. Je battis en retraite discrètement, dans le compartiment de derrière. Je comptais 3 vieilles dames et une jolie jeune fille aux cheveux bruns. 2 meilleures compagnies. Par instant, j'allais m'asseoir en face de la jeune fille. Elle se forçait à pas quitter son tel des yeux, aspirée par ses écouteurs et son flux Facebook. Quelle frustration. Pas pouvoir, ne serait-ce que la saluer ou lui indiquer un signe du regard. C'était juste l'histoire d'un clin d'œil, bordel. Ouais, faut reconnaître, j'aurais bien terminé mon voyage par la rencontre d'une nouvelle amie, une nouvelle présence humaine dans ma vie. Impossible avec ces cyborgs. C'est tonton Jean qui vint me récupérer avec sa Citroën C3, mouchetée de stickers rock'n'roll et de têtes de mort. Elle pétaradait lentement sur ses routes vallonnées et mal entretenues. Ses freins marchaient mal et grinçaient à chaque coup de pédale. Je me croyais persécuté des bruissures aiguës, atteint d'acouphènes. Par chance, la conversation tournait vite au silence avec tonton Jean. Une fois évacués les sujets simples et convenus, les travaux de sa vieille bicoque, les récents états météo de la région, on n'avait plus air à se dire. Du coup, on parlait surtout de maman. À ce qu'il disait, elle causait plus que de moi. Si excitée à l'idée de ma visite, elle évoquait même plus son état de santé. Pourtant, elle dépérit à vue d'œil. Elle crie la nuit, qui me disait en gueulant, comme si j'avais besoin de ça. Pas l'envers du décor, s'il te plaît. Il y en avait pour 1 heure de route sinueuse et bordée d'open field. Toutes ces forces somnifères qui appuient sur mes paupières. Elle voulait me faire tomber. Ça va dans les premiers kilomètres, elles savent se faire discrètes, mais prudence. Ces grandes polices sont de visqueux bourbiers à activité cérébrale. À tel point que vers le dernier quart d'heure, je fus en lutte constante avec le sommeil, un pugilat sans merci. Heureusement, je tirais de mon respect pour tonton la force de pas même plisser les yeux. Je maintenais le cap, la ligne continue, jusqu'à l'arrivée. « Arrête de secouer !» que je lui dis d'un coup. Mais c'était moi qui tremblais. Les forces s'en vont, ne serait-ce que de la regarder, les yeux dans les yeux. Comment ? Cette question me tira jusqu'au pas de la porte. Quoi ? On en était déjà là ? Je refis seul l'étendue de gravier qui séparait le portique de l'entrée. Fallait dire au revoir à tonton. Il repasserait ce soir avec quelques courses pour le séjour. Je le remerciais beaucoup. Il était gentil quand même. Depuis l'enfance, j'avais entretenu une grande affection pour lui, et ce, malgré ces silences qui nous séparaient. J'entrai sans frapper. Je savais que j'étais attendu. Apparurent alors d'un bond une série d'épreuves terrifiantes. D'abord, faudrait traverser le sombre et froid couloir de l'entrée. Il donnait sur la cuisine et le salon, puis la salle de bain dans l'angle, temple d'humidité, et au bout, les chambres. Celle de mes parents se trouvait juste à côté de la mienne. Tonton m'avait prévenu. Pour des raisons qu'elle préférait garder secrètes, maman dormait dans ma chambre maintenant. Je suppose pour éviter de se rappeler papa. C'est quand même lui qui a tout construit, chaque mètre carré de la maison, la moindre petite poussière, tout était plongé dans l'obscurité du passé. Les choses tiraient leur force des nappes de silence plates et pesantes. Une chape de souvenirs m'étouffait par son étreinte, les vieux cadres de photos, le papier peint rongé. Allez, cette fois-ci je me dis putain de merde, j'aurais pas peur. Je frappe 3 coups rapides puis 2 coups lents. C'est un code secret que moi et ma mère avions élaboré. J'entends une brise enivrée qui se lève, faible,
et lointaine, elle me propose de rentrer. Je pousse la vieille porte. Voilà, sur son lit allongé, ma maman, toujours reconnaissable à son sourire singulier. Elle est de celles qui inspirent tout de suite l'empathie et le bonheur. J'étais de joie, pris dans un manège de sentiments qui tournoyaient là, dans le dedans, pour me faire avancer et l'embrasser tendrement. Je pris soin de ne pas m'appuyer sur elle. Mes baisers ne furent rien d'autre qu'une chaude caresse, courant le long de son visage refroidi par le temps. Elle m'indiqua une chaise juste derrière moi, et une fois installée, elle me chanta d'un visage illuminé. « Je suis si heureuse que tu sois là, mon fils, près de moi. Moi aussi, maman, je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi, plus que tout au monde. Comme tu as changé, tu es un grand jeune homme maintenant, dans la fleur de l'âge, prêt à faire de grands voyages, j'espère. Tu sais, tu dois bien en profiter parce que ça passe vite. Les années, tu sais, sans que tu puisses t'entendre dire ouf, tu es déjà vieux. Dis pas ça, je suis toujours ton petit chat. À l'intérieur, on change pas. Je me sentais clairement différent, mais je voulais pas lui faire de la peine. Ça va? T'es bien dans mon ancienne chambre? Comment l'émotion qui submerge un individu dans sa plus plate existence pousse à mentir, à se mentir sur lui et son passé. Oh, tu sais, je me dis que c'est idiot de pleurer comme ça, sur la fin, alors que c'est là qu'il faut profiter des sourires, de chaque pulsation du cœur. Mais parlons pas de moi, dis. Comment va mon fils? Ta Maëlys, là, ça va bien? Oui, oui, je garde la pêche, on se voit de temps en temps, les week-ends et pour des sorties, c'est bien assez. Tu te souviens de ton papy? Il est mort quelques semaines après avoir appris ma grossesse. J'aimerais tant être grand-mère, tu sais. Hein, dis, qu'est-ce que t'en penses? Son ton était insistant, genre trop, comme une injonction. J'aime pas ça, les injonctions. Eh bien, c'est-à-dire que nous n'en avons pas vraiment discuté. Tu sais, on ne pense pas encore à ce genre de choses. On va au cinéma et puis au restaurant. C'était faux. On pensait qu'à baiser, et baiser c'est déjà avoir des enfants, qu'on essaie d'oublier, qu'on cache derrière une fine couche de plastique, de sa bite vers le fond de la poubelle. Je suis très fatigué, tu sais, et j'ai grand besoin de calme. Reste ici quelque temps, près de moi. Je t'en prie, ça me ferait vraiment plaisir et nous pourrions discuter plus. Mais enfin, maman, bien sûr, tu sais que c'est avec plaisir. Je n'ai qu'à inviter Maëlys, qu'est-ce que t'en dis? Vous pourriez faire connaissance. Tiens, je me surprends moi-même. Dans mon ineptie coulante, les sentiments sont sortis tout seuls. Excellente idée. Va maintenant. Je sens déjà que je pique du nez. Je m'échappais à grands pas, sentant ruisseler sur mon visage ces terribles larmes de mort, celles qu'on retient chaque jour un peu plus au spectacle insoutenable de l'être aimé qui vieillit. Je pria pour qu'elle n'en remarquât rien, cachant ses gouttes salées derrière mes mains tremblantes. Je refermai vite la porte. Me voilà de retour au point de départ, dans le couloir, sur la table du téléphone. Je remarquai une vieille photo de papa et maman, prise durant leur lune de miel au Mexique. Ils étaient si jeunes et le papier tout craquelé. Je suis à cet instant d'où venaient ces larmes qui mouillaient mon visage et troublaient ce bonheur immortalisé. Je pouvais voir ces cendres se disperser dans le vent sec et chaud de Mexico, transportées entre les senteurs de quesadillas et de mezcal, celles dont je goûterai la mémoire jusqu'à ma fin. Maintenant j'entends se perdre le rire éclatant de mon père, celui qui accompagnait les rares soirées animées, attablées autour du repas familial. J'oublie, patiemment lucide, que tous ces visages souriants dans l'enfance, scellés par les cadres de photos et les pages d'albums arrachées au passé, redeviennent simplement cet étrange rêve insoluble, bien moins qu'un souvenir et moins que rien, juste l'expérience de cette mort, ma mort. J'aperçois sous le cadre une lettre dont l'écriture m'est familière. C'est une page d'un de mes vieux cahiers de brouillon, ceux que j'utilisais dans mon adolescence pour scribouiller mes pensées. Je me penche pour la saisir dans un lent parcours. Je suis déjà hanté par leur cercueil, alors qu'il n'y a qu'un geste d'amour qui nous sépare aujourd'hui. Je pleure leur mort de ces larmes froides, celles de la vie qu'ils m'ont donnée en sanglotant de joie.
Suis-je donc du monde des vivants pour les pleurer comme des morts? Je me souviens maintenant des peurs qui me hantaient déjà au retour du chemin de l'école, voyant l'amour invisible qui s'animait entre nous, incapable cependant d'en faire ressortir le moindre petit bout de joie. On se contentait d'un repas et d'un moment calme au devant de la télé. C'était ça, les sentiments. Nos sentiments. Alors que ces mots crachaient sur ce bout de papier, ça, c'est de la pure merde, de l'air. Encore humide, j'arpentais le petit jardin carré, traînant dans mes pas des montagnes de boue emplies de cailloux. Toute la vie, on s'invente des projets pour ces bouts de verdure. On s'imagine les parties de football entre copains, le ping-pong avec papa, les barbecues en été. Puis avec le temps, rien ne se fait. Il reste un ou deux arbres et une pelouse en friche. Si on cherche bien, les souvenirs heureux cachés comme un trésor sous la terrasse et ses outils entassés, et même, encore plus loin, que les fruits qui pourrissent et fleurissent dans les ombres du sol, il y a nous. Je cassais tous les pots du jardin, de rage, je les soulevais haut dans les airs. Quel plaisir illuminait mon visage en les regardant s'écraser sur le sol, et écouter distraitement le fracas de l'argile qui se répandait parmi les jonquilles innocentes. J'aurais hurlé si j'étais pas si réservé, jusqu'à me briser les cordes vocales, devenir muet, incapable de dire, de polluer l'air avec mes pensées vomies d'un lendemain de cuite incessant. Dans ce quotidien d'adulte, chaque journée est une gueule de bois au relent de regrets, épicée par quelques actes manqués, les sentiments, une affection. Je cherchais Maëlys dans mon répertoire, feintant de ne pas la trouver parmi mes 14 contacts. Je pensais à Chopin, aux nocturnes, et ce soleil qui tapait sur mon front. Aux nocturnes, et ce soleil qui tapait sur mon front enflammait le carnage étalé dans le jardin. Que dirait tonton? J'en avais rien à foutre. Mon cœur, c'est moi. Oui, chérie, ça va? T'es bien arrivé? Je m'installe tranquillement. Ça te dirait de passer le week-end avec moi ici? Ça me soutiendrait beaucoup, j'ai besoin de toi là. Décidément, j'allais de surprise en surprise. Moi, j'avais besoin d'elle. Oh, bien sûr, bébé. J'arrive, je prends le train dès que je rentre du boulot. J'arriverai tard, mais tant pis. T'es un ange. Je viendrai te chercher à la gare. Enfin, nous, avec tonton au volant. J'ai toujours échoué à obtenir mon permis de conduire. C'est ma faiblesse, ma petite honte ridicule. J'avais du temps en perspective, et devant moi, le tombeau de mes souvenirs qui s'ouvrait vers le ciel comme une plaie purulente. Bizarrement, je reprenais mes vieilles habitudes, toute voile sur le poste de télé, volume moyen. Faut pas déranger la sieste digestive de maman. Elle avait opté pour un écran plat. Avec le frigo et la voiture, c'est peut-être les seules choses qui avaient changé. Je pouvais ainsi jouir d'un panel de 1000 canaux TV tout en restant confortablement prostré dans le vieux canapé brun, creusé par le poids des fesses et des années. Une véritable pièce de musée, sans étiquette. La télé n'était plus à présent qu'une chaîne d'infos en continu, diffusant les nouvelles du monde vues par l'intermédiaire de trous de balles. Mais c'était des choses qui depuis longtemps n'intéressaient plus que les personnes âgées. J'étais résigné à rester là quelques heures, prêt à endurer tout ce que pourrait me proposer la télé. Les reportages bouclaient sur l'annonce par l'ONU d'un plan mondial pour la robotique, nommé Humanity, Robots and Future. Il s'agissait, selon ces binoclars laqués, d'un grand projet visant à rendre la vie de tous les êtres humains plus simple, agréable et surtout pacifique. Dans les grandes lignes, chaque secteur d'emploi serait réhabilité par des robots spécialisés. Un grand remplacement de la main-d'œuvre humaine d'ici 1 à 2 ans. Il s'agissait apparemment du temps à mettre en place un du temps à mettre en place un système de revenu universel mondial et d'amnistie sur toutes les formes de dette souveraine.
Cela serait mené en collaboration étroite avec les États, bien qu'il ne fût mention nulle part d'accord officiel ni officieux. Je pensais en rigolant encore un coup d'État des grandes entreprises de l'informatique. Et encore une fois, tout cela me laissait complètement amorphe et abruti, étendu de tout mon être dans les douces irrégularités du canapé. J'étais un linge sale et plein de plis qu'on faisait sécher à la lueur télévisuelle. Je songeais paisiblement aux heures passées devant le tube cathodique du salon, arpentant des jeux aux difficultés innommables ou regardant en boucle les mêmes films, souvent jusqu'à l'usure de la bande VHS. Les premiers plaisirs de la solitude, naïve et satisfaisante. Ceux qui emportent doucement les dernières paroles de l'esprit. Un moment où ta vie est source de vide absolu, jusque dans les petits gestes du quotidien. Le seul oasis de réconfort reste le rêve qui te submerge au moment du sommeil. Mais il faut prendre garde à ne surtout jamais ouvrir l'œil, car la connerie et la bêtise rôdent tout autour des gens éveillés. Dormir puis rêver, l'issue la moins mensongère. Les enfants le savent et les adultes l'oublient. Tonton vint me réveiller d'un salut cordial. Il avait déposé les courses dans la cuisine, et à peine levé, je flanquais déjà dans sa main le montant indiqué sur le ticket de caisse. Je lui exposai la situation en étant le plus gentil possible. J'avais besoin de lui pour chercher Maëlys. Nous partîmes dans la foulée en laissant un petit mot sur la porte de maman. Nous revenons vite pour le repas de ce soir. Bisous. La route fut courte, portée par quelques gouttes de pluie et Europe 1 qui n'arrêtait plus de nous assourdir en saloperie. À l'arrivée, elle était là, sous le feu orange d'un réverbère. Elle tenait dans ses mains 2 petites valises trop garnies de vêtements. Je voyais la crème hydratante se faire la malle. Ça dégoulinait de ces trucs que les filles n'oublient jamais, partout, même pour les petits voyages. Je claquai la portière et, m'avançant tranquillement, je la serra dans mes bras, l'inondant d'un sentiment de tendresse et d'amour que je n'éprouvais plus d'habitude qu'au travers de mes souvenirs d'enfance. Nous devions paraître romantiques, enlacés l'un dans l'autre sur ce devant de gare. C'était sûrement émouvant dans les yeux de tonton, le célibataire endurci par la routine légère et la retraite, ses multiples responsabilités. À cette pensée tue l'amour, je me dégagea de son étreinte et pressa les présentations, convenues et concises. J'avais envie de rentrer, il était tard pour blablater. On avait toute la route pour ça. À l'arrivée, tonton et Maëlys seraient les meilleurs amis du monde, prêts à savourer sous la véranda les quelques heures qui nous restaient autour du dîner. Maman nous avait fait la bonne surprise d'être réveillés quand nous entrâmes dans sa chambre. J'avais rarement vu une effusion de joie si intense et étrange, la rencontre d'une mère accomplie et sur le déclin, avec sa belle-fille, innocente des vertus, mais débordante de vie. Il semblait qu'elle allait se transmettre des secrets ancestraux. Il semblait qu'elles allaient se transmettre des secrets ancestraux, des choses qui se disent pas devant les hommes. Ça passe par les gestes et même au-delà des gestes, dans un langage ésotérique trop grand pour la petitesse d'esprit masculine. J'allais aider tonton en cuisine, cela valait mieux. Enfin, je me contentais de mettre la table et de surveiller la cuisson. L'art si subtil des préparations halieutiques m'était complètement incompréhensible. Des pâtes au saumon, pourtant, ça semblait pas si difficile. Je passais sur le repas comme une âme en peine, véritable enfer pour nourrir convenablement maman. L'exercice ardu consistait à conjuguer les codes si stricts d'un repas de famille avec ces tristes indispositions. Nous fûmes, après quelques crêpes flambées au dessert, tous bien heureux de rentrer chacun chez soi. Tonton par la nuit, tonton par la route de nuit, qui viendrait nous récupérer dimanche sur les coups de midi, et maman, trottinant laborieusement sur le parquet ciré, vers les toilettes d'abord, et allongée dans son lit ensuite. Nous la saluâmes tous avec amour, moi particulièrement, qui redoutais chaque heure un peu plus de jamais plus la revoir. Restait moi et Maëlys, plein d'amour et de pulsions érotiques. Je ne sais si la proximité de la mort, si proche de son corps désirable, était l'origine en moi de tous ces sentiments nouveaux. Cette disposition des choses, bizarre, presque malsaine, me faisait complètement oublier ma tristesse enragée de cet après-midi.
Je ne pensais plus qu'à rentrer en elle, épouser ses formes si attirantes et la pénétrer de tout mon sang pour ne plus jamais ressortir. Pas une fois auparavant, je n'avais été sensible à cette nouvelle dimension du corps. Elle était comme un lieu insensible aux affres du temps, comme si même ses pensées n'effleuraient plus la possibilité du vieillissement, la mort et sa réalité. Nous fîmes l'amour toute la nuit, emplis pour ma part de cette impression effrayante et aphrodisiaque que de l'autre côté du mur, nous étions écoutés par un esprit d'outre-tombe. J'éjaculai 3 fois en 3 heures, une fois dans sa bouche et 2 fois en elle, chaque fois sans capote. Pourtant je savais qu'elle prenait pas la pilule. Aussi, elle se doutait de ce que je venais de faire, de ce que nous venions de faire. Plus tard, je reconnus ce sourire si satisfait et empli de supériorité qu'elle arborait fièrement, pimpante, muette, à chacune de mes jouissances. Elle parvenait déjà à ressentir ce troisième être, pourtant à peine quelque chose là-dedans, mais déjà un truc vivant, qui poussait en son sein et à travers tous les vaisseaux de son corps. L'horreur sortait du vide. Cela se passa le lendemain soir, à la mort de maman, quand tonton me l'annonça par téléphone alors que nous étions déjà presque rentrés. Je me souviens bien l'avoir prise en plein cœur, cette triple peine. Ma mère était morte, instantanément remplacée par une autre. En résultait une couche de chair emballant le néant. L'homme avait encore sottement accompli sa tâche éphémère et pourtant sublime, prêter la vie à la femme. C'est de cela que nous avons peur, c'est de ça qu'elles se permettent de jouer, simulant les charmes innocents des vertus insoupçonnées, les règles du théâtre ancestral. Elles nous attirent sans effort dans le mouvement éternel du cycle reproductif. L'homme, ce con, pris dans un filet au maillage si gracieux, paroxysme de la perfection, s'avoue vaincu. Les 2 genoux au sol et bientôt couché dans la terre d'où il provient, mort noyé dans son foutre. La femme morte en couche, etc. À ce jour, je ne revis plus Maëlys. Pour me sortir de ce stupre, je me contenta juste pendant plusieurs semaines d'aller pointer au boulot, la majorité du temps torché ou défoncé. Finalement, on me flanquait à la porte au bout d'1 mois, quand je vomis acide sur le grill tout l'alcool de la semaine. C'était pas bon d'être au chômage. Les entreprises recrutaient quasiment plus avec le plan robot. Même poussés par la naissance d'un parti conservateur anti-robot, les humains de la République. Je pouvais que remarquer, sans grand intérêt, la disparition des notions de politesse et de respect, puis avec ça, les innombrables insultes qui s'élançaient pullulantes depuis la boulangerie en bas de chez moi, jusque dans les rayons de la bibliothèque. La méchanceté était devenue monnaie courante, le seul mode de dialogue. Il s'agissait pourtant ni de racisme, ni de sexisme, ou d'une quelconque connerie en isme. Simplement les gens semblaient perdus, coincés sottement entre le ciel et l'enfer, des anges éclatés. Une rencontre que je fis aux abords d'une gare illustre plutôt bien ces impressions nouvelles. Il s'agissait là d'un clochard avec une belle chemise rouge carrelée, et pour chacun des motifs de sa chemise, je voyais le visage d'une personne qu'il avait soigneusement entubée et baisée. Sa technique consistait à bousculer violemment son fils de 5 ans pour qu'il se heurte le crâne contre les machines à composter. Ainsi, le clodo de la gare se faisait des couilles en or, sur le dos de son gosse et des gens crédules, ceux-là qui croyaient passer un voyage au calme. Précisons que les gens de première classe ne donnent jamais un copec. Ils donnent déjà assez comme ça, paraît-il. Moi, j'arrive là, le gamin est à genoux dans une pose plus dramatique qu'un Caravage. Ses mains sont jointes et caressent ses cheveux gras. Il pleure et hurle au milieu de l'indifférence générale. Impossible de résister. J'ai envie de lui mettre un bon coup de pied juste sous les narines, histoire de bien ramener la composition à son paroxysme. Vlan! J'ai même pas le temps de me satisfaire du spectacle que son daron débarque. Il a les yeux plus rouges que Peter Tosh et sent fort la bibine. Je peux voir que ses pupilles, là, elles débordent de cette haine hypocrite qu'ont les gens ivres, ceux qui mentent à tout le monde et surtout à eux-mêmes. J'étais sobre, moi, et j'ai pas eu beaucoup de mal à esquiver ses coups. Par contre, à côté, le gamin y commençait à plus se sentir, il s'échauffait même. C'était comme si l'atmosphère pétait de lourdeur et qu'une bonne grosse tempête tropicale allait nous tomber dessus. J'étais pas loin du compte.
La tête du gosse était devenue un énorme nuage bien noir, du genre bien chargé niveau voltage et aquifère. Autour du nimbus, comme en orbite, ses membres s'étaient détachés et flottaient paisiblement, alors que le père et tous les autres passagers semblaient s'être taillés dans le marbre. Lui, il venait me chercher. Je me répétais, pour me rassurer, la mort, ça ne fait pas peur. La tête du gamin grossissait en se chargeant d'une humidité puante. À mesure qu'il s'approchait de moi, ses membres effectuaient leur révolution de plus en plus rapidement. Il bavait un précipité noir. La machine s'emballait, l'écosystème répondait plus. J'avais pris ma décision, j'allais pas bouger. C'était pas de la peur paralytique, juste ma curiosité, toujours trop grande. Je me laissais aller dans l'âme irascible de cet enfant. Le grondement du tonnerre devenait assourdissant. La chaleur humide me faisait suer à grosses gouttes, et l'ensemble de mon champ de vision se réduit à une minuscule ellipse toute floue. Envahi par les limbes de son esprit, ces affreux cauchemars puérils. Dans ce chaos, je distinguais comme une mélodie. Un puissant orchestre se frayait un chemin jusqu'à mes tympans. Voilà les cordes frottées. Elles viennent par milliers se briser en mesure avec sa voix. Sur ce murmure étouffé, il m'offrit son nom. Il s'appelait, et cela fut un son, comme le froissement d'une feuille morte au fond de l'océan. Il prit soin alors de me tousser son mal au visage, avec cette grâce quasi divine qu'ont seuls les enfants purs et innocents. Je compris tout. Je ne pourrais plus jamais revenir dans ce monde charnel, et c'était là son cadeau, sûrement le plus beau que je reçus dans ma pute de vie solide. À l'avenir, non. Dès maintenant, je décidai de quitter la ville et partir à la capitale. Marguerite Yourcenar n'est plus attablée parmi les vivants. D'un œil noir, je vois son œuvre étalée sur le sol, tombée de sa chaise d'où mon père l'a lue avant moi. Bukowski ne boit plus. Ses fils ont terminé ses fonds de bouteille et les vivants dansent sur de la musique d'ordinateur. Au jour où l'homme et la femme plongent dans l'oubli présent, les anciens ne font plus battre le cœur de l'éternité. Je me permis de laisser ce mot à mes bailleurs, joint à l'enveloppe censée payer mon dernier loyer. J'espère qu'ils croiront à un suicide. Faut dire que c'est pas très réjouissant ce que je leur glissais là. D'ailleurs, quelle importance. Ils pouvaient aller se faire foutre. Moi, je me cassais loin, avec quelques t-shirts dans mon sac à dos, un édredon et un carnet. Ce sera bien assez. Curieusement, je me sentais comme ces aventuriers des anciens contes, ceux-là même qui partent sans se retourner, sans une seule pensée pour ces âmes laissées dans leur sillage. Je pensais, par contre, un peu plus à ces choses que je laissais, moi, dans le derrière, particulièrement mon lit. Il m'avait manqué chez maman. J'avais compris là toute sa grandeur, celle qu'il porte avec tant de finesse sans jamais se plaindre, à peine quelques grincements perdus entre le moelleux du matelas et la douceur du duvet. La vie d'un homme se fait tout entière dans son lit, la nuit, endormi et porté par ses rêves, puis le jour, taillé par l'ennui, terré sous d'obscures pensées. J'étais sans copine ni parents, même sans travail. Il me restait à peine tonton, mais c'est qu'il arrive déjà pas à remplir son propre cœur à lui, tonton. J'étais donc bien seul, mais tout ça, moi, j'y pensais plus. Oui, c'était décidé. Il me restait plus qu'à traverser cette longue route oblique qui s'étendait jusqu'au-delà de l'horizon, façonnée de merde et de cadavres aigris par la vie. Depuis des siècles qu'il m'attendait, qu'il l'avait préparé juste pour Wam, cette longue procession mortuaire. Mais il faudrait peut-être qu'ils aient la force de croiser mon regard. Là seulement, nous verrons, tellement que la vérité sera éclatante, lequel de nous deux est encore vivant. C'est trop facile de se trouver dans la misère. Je voudrais me perdre dans l'or, moi, au sommet des tours amis des cieux. Là, la folie m'attend, au cœur, dans l'éclat des alcools d'acier. Je me laisserai chuchoter dans le creux de la main quelques vers rampants, le son des psaumes, l'encens des vieilles pages en peau morte. On me téléphone, j'ai pas envie de voir qui. Pourtant, putain, c'est plus fort que moi. Voilà Marc qui cherche à me joindre. Quand même, au dernier moment, je décroche. Ma tête dit allô. Allô. Plusieurs fois, j'entends que ces mots sont entrecoupés de sanglots. Je sais qu'il pleure de l'autre côté.
peux plus. J'ai déjà essayé. C'est de lui qu'il s'agit. Autrement, au fond, j'arrive même pas à m'aider moi-même. Puis c'est lui qui a raccroché, voilà. Les choses sont dites. Bordel, c'est pour bientôt, je le sais. J'avais besoin d'un moyen de locomotion. Pas le train, trop risqué. Pas la marche, trop long. Me restait le stop. Le pouvoir de l'immobilité décuplé par la générosité. Un vrai truc de branleur. Alors forcément j'ai attendu, des heures durant, posé à observer le défilé des carrosseries aux couleurs ternes. Elles se perdaient tout entières, noyées dans un mirage de dédain. Mon regard s'était vissé dans le noir de l'asphalte, formant plus qu'un avec les puanteurs de gazole. J'attendais, patiemment le pouce bandé. Puis là, dans le cul d'un camion de crevettes, il y a une petite Clio jaune qui s'approche en claudiquant. Elle ronfle fort ses émanations de diesel. On peut les voir qui s'éloignent toutes fumantes derrière sa carrosserie ornée de stickers. Des fleurs, des fleurs, des fleurs et quelques smileys. J'approche ma tête de la vitre, puis je bégaye tant bien que mal un petit bonsoir. La vache, je me décompose. Elle était comme un animal rare, prise dans une cage de fer au revêtement merveilleux. Ses traits, dessinés par la faible lueur des halogènes, perdaient mes yeux dans l'éclat de leur beauté. Elle était fine et souple, un visage d'ange caché dans les torrents vertueux de la blondeur. J'avais perdu le fil. Elle me tira dans la voiture. « Eh ben, tu vas pas rester là toute la nuit, monte enfin !» Dans ma tête, ça jouait comme des airs guillerets d'amourette. Je me sentais honteusement ridicule, je galérais à cacher ma gêne. Dans le vieux transistor qui grésillait, Post Malone partageait mon agonie. Il crachotait des SOS à mon encontre. Ses yeux, bordel, ses yeux, c'est presque si on remarquait pas ses phares de détresse tellement que ses yeux, ils arrosaient le monde de lumière. Le bruit dans les têtes, le sombre des visages qui foncent droit dans la nuit, plongés en sommeil sur les routes étoilées. Tout ça, elle l'assassinait, perçant d'un seul coup d'œil. Une sainte que je dis, une meurtrière véritable, une 2000. Alors tu vas où comme ça, qu'elle me dit, pour briser la glace. Qu'est-ce que j'en sais, moi, où je vais? Personne sait où va le beau monde. Pourtant, tous ils vont toujours à toutes les heures du jour et de la nuit, par tous les moyens et toutes les fins. Et moi j'imagine bien, au fond, ce qu'ils foutent tous, là d'où ça part et là d'où ça va, le commun de la création. Dans ses yeux à elle, les yeux de la Vierge. À la capitale, oui voilà, la capitale. Je voyage. Je postillonnais sur son pull au vert rouge. Ah oui, t'es un explorateur alors. Ouais, on peut dire ça. Et toi, tu fais quoi en fait? Fallait bien que j'en sache un peu plus. Eh ben j'ai été servi. Elle a déroulé ça sur des kilomètres. Sa vie, son taf, sa mère, ses bébés. Ouah, une bavarde de haute volée. Je crois qu'elle avait peur de ce que j'aurais eu à lui dire, moi, le pauvre explorateur. Ouais, c'est pour ça que je pouvais pas en placer une. Elle savait bien que j'étais incapable de lui aligner 2 phrases articulées. Alors, pendant qu'elle fixait la route avec prudence, moi je l'admirais, sous toutes les coutures. Je me suis perdu jusque dans le lobe de ses oreilles. Même là, c'était un sans faute. Une 20/20. Mais comme un con, j'ai pris des risques. Il nous restait pourtant que 100 bornes à faire ensemble. C'était juste l'affaire d'une petite heure. Mais je tenais plus. Il fallait que je lui parle d'elle. Comme si on n'en avait pas déjà assez entendu. C'est que ça me démangeait fort. Ça gratte de partout, ce genre de choses. Et puis ça te lâche pas tant que t'as pas fait ce qu'il faut, tant que t'as pas porté tes couilles. Alors j'ai porté. Et toutes mes forces. Bordel qu'elles étaient lourdes ce coup-là. Comme rarement. J'ai coupé net son monologue. Un coup lent, mais assuré. C'est vraiment gentil de m'emmener jusque-là. Je sais pas comment te remercier. Mais non, c'est rien, enfin, c'est toi qui es gentil. Tu supportes mes histoires depuis des plombes. T'en as pas marre un peu? Tu peux le dire si je te gonfle, j'ai l'habitude. Je te crois, cocotte. Mais non, pas du tout. Je... Au contraire, ça m'intéresse ce que tu dis. Le chum. Elle s'est remise à parler d'elle. Oh mais tu sais, je le vois bien quand j'embête quelqu'un. Ça, c'est encore un peu à cause de ma mère qui... Et moi j'en démordais plus, j'ai posé ma main sur sa cuisse et puis je l'ai caressée doucement. Elle s'est tue. J'ai vu son regard enflammé qui se noyait dans le mien. Ma main se perdait dans ses cheveux luisants. On a roulé, en silence, comme as, sur 1 ou 2 bornes. Je sentais déjà mes nerfs lâchés, en perdition le long de ma bite. Puis elle s'est garée sur un petit chemin de campagne. Là on a baisé intensément.
Les heures ont glissé comme mes doigts sur les pores de sa peau. Plongé en elle, j'écoutais la nuit devenir jour, je voyais mon souffle couler sur ses reins comme un ruisseau merveilleux. J'avais le rôle d'une pièce en 3 actes, pour banquette arrière. Le dénouement fut brutal, désavantageux même. Moi, étendu sur le gravier, couvert de boue en feuilles mortes, puis le moteur fumant de sa putain de Clio qui disparaissait dans le lointain, dans l'aube toute fraîche qui bordait la nationale. J'étais inerte au pied d'un calvaire isolé, complètement bousillé le petit Jésus. Et pourtant je riais. Je riais à m'en péter l'oignon. Le souffle me manquait. Et comme lui, finalement, je m'épris de la contemplation silencieuse. C'était mieux. Le chien reste muet. Il garde innocemment le secret, dans ses yeux ruisselant la douleur. Mais ça gicle de partout, le mensonge puant et noir du sourire, caché dans le vide des moelles, reclus au fond des nerfs. Il est là. Je l'entends comme il hurle de tout son sang, le nom que l'on donne au silence. Et ce sentiment de chaleur, l'observation mystérieuse de ses boucles dorées, son nez posé aux pieds d'étendues sauvages et bleutées, son visage lui aussi qui me sourit. Pourquoi cela? C'est-elle seulement l'obscurité de ses absurdes questionnements? Des yeux, du noir ou du blanc qui, de ses amants innocents, chuchotera le dernier? Le nom si parfait du double en son être, à jamais l'éternité. J'ai pensé un instant à maman, puis son visage se dissipa, bousculé par mes gargouillements, signe alarmant des premières nécessités. Je crevais la dalle. Il y avait là, de l'autre côté de la route, un grand rectangle de tôle posé négligemment sur la campagne. Sans doute une exploitation bovine à l'américaine. Ma bouche déjà remplie de salive, je me dirigeais lentement vers cette oasis métallique, déterminé à y trouver quelque chose pour bouffer. Au fond, ce qui me secouait le plus fort, c'était quand même le froid. Un souffle de cristal qui brûle la vie en la faisant trembler de l'intérieur. Ça te remue les organes d'abord, puis c'est le cerveau qui commence à vriller. Au final, tu deviens plus qu'un bout de glaçon imbécile et dur. Il y avait qu'un peu de chaleur qui sortait des murs, brassée mécaniquement par les énormes pales de ventilation. Tout ça, c'était bon signe. Ça me réchauffait la tripaille, j'avais pas beaucoup de possibilités. Les fractions ou la grande porte. Les fractions après. Je toquais fort sur l'entrée de service. Tout le zinc se branlait sous mes poings. Un vieux schnock ouvre et m'offre délicatement son visage fermé. Genre stéréotype rural. C'est pourquoi? Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis affamé et... Faut travailler mon gars. Clac, j'avais la porte sur le pif. En arrivant, j'avais remarqué un petit entrepôt agencé dans l'ombre de la ferme. C'est là qu'ils devaient stocker toutes leurs marchandises, pour sûr. J'attendis pas plus d'un quart d'heure, caché derrière des palettes. Je jetai une pierre pour briser le carreau. Option bruyante, certes, mais l'autre vioque devait être plus sourd qu'un pot. Là-dedans, il y avait pour des camions entiers de lait. C'était que des citernes, comme pour le gaz. J'étais baisé. Sans faire gaffe, je me trouvais nez à nez avec des baquets verts monstrueux, agglutinés par paires de deux, au pied d'une grande cuve. L'endroit empestait comme jaja. Ils avaient omis de sceller un couvercle. C'était un océan de sang coagulé. Il s'évaporait par poussées méphitiques. Personne n'y aurait résisté plus de 3 minutes. Même pas une mouche pour fureter. Aucun rampant à l'horizon. La campagne était bien vide, silencieuse. Où étaient-ils tous partis? Je fouillai rapidement le hangar d'à côté, et dans un des coins, je trouva une petite pièce de repos, des bières, un micro-ondes et quelques plats préparés. Bingo! Mon sac et mon bide étaient refaits. Ni vu ni connu, je me trouvais déjà sur la route, prêt à m'avaler la journée de marche qui me séparait encore des banlieues. Le paysage se mettait à éructer des immeubles et des zones pavillonnaires, des clones à perte de vue. C'était très chiant comme cadre de promenade. Je préférais user mes quelques dernières minutes de batterie sur Facebook. Tous ces selfies, toutes ces âmes en perdition cherchant constamment l'ego aimé, leur double idéal, derrière le pouce, là-dedans, des images bleutées coincées sous le verre lumineux, des formes en prison, juste des résidus de l'être, des milliards de photos-mots désincarnés, un vomi abstrait gisant nos derniers délires, notre last rototo. J'y appose mon like en épitaphe. Narcisse n'est ni son nom, ni son oncle. En fait, pensif, je meurs à court de tout.
Et si ce dernier est le premier, que ce second à la longue éternité, les heures aux amants qui auront s'y noué. Maintenant je le rallumerai plus. Fini les courbettes aux instances du rechargement. Il hiberne ce bout de métal. Déconnecté, je me débranche, je me ramifie les gars. Plus j'allais vers le nord, plus les gens devenaient bleus et durs. Ils arboraient tous des faces en pics escarpés et tranchants. Ils étaient à l'image du climat, froid, plat et anémiant. Dans la ville déchue, mes oreilles bourdonnaient au rythme des klaxons et des avions. Tout le gris était couvert de blanc. Même la misère qui tombait du ciel blanche et pure finissait noircie sur le béton froid. Je la vois au petit jour, dans la chaleur de l'émail, derrière les regards émerveillés des adultes au pas pressé, les oublieux, qui dans cette ambiance innocente l'écrasent et la font fondre sous leurs semelles noires. La misère qui va et vient au gré des saisons fraîches, dans les gares et sous les ponts, entraînée par le vent, elle s'y dépose avec quelques flocons. J'entrais dans un bar, je ressortais juste après. J'étais à la recherche d'un foyer. Vaine recherche. Je vivais dans l'ombre des blocs, dans l'ombre des morts, là où des cerbères sibyllins gardent la porte aux enfers synthétiques. Des ombres innocentes s'avancent en silence et offrent gracieusement un peu de leur sueur pour ces clés bienfaitrices. Personne n'est dupe des senteurs de démence qui cachent ces visages en imbus addictifs. Fallait que j'essaye d'éviter la drogue. En fait, ni en vendre, ni en prendre, c'était le mieux. Je m'étais d'ailleurs fait quelques amis dans certaines nuitées mondaines. Il y avait le sang, chanson et le postier. L'un musicien et l'autre plasticien. Ils étaient sympathiques avec moi. Ils m'offraient leur squat parce qu'ils appréciaient mes esquisses pour poussière des évanouis. J'avais de longues heures à tuer, comme tant d'autres d'ailleurs. Depuis le lancement du plan robot, les grandes villes se sont peuplées de marcheurs hagards, un bétail imposant qui emplissait les bars et les salles de sport. Fallait choisir, la tête ou le corps. Aussi les boîtes de nuit se mettaient à ouvrir le jour. On était devenus binaires, comme nos suppléants. 0, 1, 1, 0, 1, 0. Identique, je vous dis. C'est l'importance du corps dans l'enfer des âmes en peine. Là, il lui attribue un culte digne du chef-d'œuvre. Au-delà des souvenirs lointains, il se perpétue le bougre. Le corps, c'est l'image de la surface des choses. Toute allusion à l'âme est à bannir en enfer. Seul reste le corps qui s'anime comme un pantin. Ici, l'erreur est de croire. Il s'agit d'une transportation sommaire de l'être dans le néant, sans suicide. Un processus amené à perdurer, toujours, autant que nécessaire. C'est pas si aisé d'arriver au bout d'une des tâches les plus longues et étranges de la fausse histoire de l'homme, l'annihilation par la pensée de toute la métaphysique de l'âme. Nous oublierons ainsi que nous avons été, que nous fûmes de chair et de fond dans des abysses terrifiantes, infestés de mystères magiques et de croyances viscérales. On a toujours été zéro immortel, et bientôt nous serons tous finis dans le code en un. J'ai passé pas mal de temps avec le postier. On cassait des vitres, des bancs, des chaises, on cassait toujours la nuit. Fallait pas se faire gauler, on se dégrouillait. C'était inexplicable, sans raison. De toute façon, on n'avait pas besoin de réfléchir, nous étions juste vivants. Je l'aimais bien, le postier. Il avait peur de rien, sauf peut-être de la misère. C'est pour ça qu'il se débrouillait toujours pour vendre ses merdes artistiques, faire des expos bidons et ce genre de trucs. Le pire là-dedans, c'est qu'il y croyait vraiment à ses bouses. Souvent on se noyait dans le houblon. Puis un soir, j'ai vu tous les visages paumés de ces gens qui applaudissaient. Oh, les belles œuvres! Ils dansaient pour rien. Des sonates pour gosier, toute cette salive gâchée, ces litres de sudation. Je me suis dit que c'était pas un endroit pour moi, qu'il faisait semblant de vivre, de transcrire ça quelque part. Alors j'ai repris mon sac et je suis parti plus haut encore, là où la seule frontière c'est la mer toute froide et venteuse qu'on trouve nulle part ailleurs que dans le nord. Les choses n'ont pas été simples. Je cherchais à me maintenir en vie, toujours sans bosser. Il me restait quelques centaines d'euros sur mon compte en banque, à peine de quoi tenir 1 ou 2 semaines. Je dépérissais à tout va, condamné à l'exil dans ce désert des bandes d'arrêt d'urgence. Et puis, comme un mirage, une oasis interdite, j'ai vu ces gros campements, ces mycoses infectieuses, un refuge de bactéries qu'on tente d'occulter au corps sain,
Là-dedans, dans la terre pleine de merde, là où le terrain devient vague, j'ai trouvé des gens. Personne dans ce crack ne parlait ma langue. On bredouillait simplement des sons. On se cachait de communiquer à la manière des humains. Par contre, comme des êtres, on pouvait se comprendre. L'essence d'un souffle nouveau m'emplissait les poumons. Il y avait dans cette chose des senteurs vivifiantes, des couleurs qu'on ne pourrait voir que les yeux clos. C'était un mystère planant dans l'obscurité, dans l'horreur apeurée. Je les appelais tous des sans-coquilles parce qu'ils n'avaient ni prénom, ni âge, et encore moins de pays. Pourtant, ils avaient là quelque chose que tous les autres n'avaient plus. D'ailleurs, de cette vie, jaillissait la jalousie. On l'entendait jaser, cette salope. Elle se murmurait dans le voisinage local, en rite de violence, toujours prémédité, verbeux, quelquefois meurtrier. Fallait fureter. Du reste, le pire ennemi des sans-coquilles était le déni. L'absence d'attention qui ronge ceux qui sont plus airs, ceux qui sont trop sales, trop cons ou trop moches pour exister. Trop de choses pour être compris. Faut bien remplir le vide dans lequel on se fourre, avec des bêtises, c'est mieux. Pour ma part, je trouvais là un refuge à mon errance. Fraîchement installé, je commençais même à m'y prendre des marques, tisser quelques amitiés. Le temps d'un bonjour, on me reconnaissait. Parfois, il y en avait certains, derrière les petits cabanons, ils me glaviotaient pour mes allures, mes manières pleines de bonnes mœurs. Pour cela, j'étais pas des leurs. C'est vrai que même au milieu des gourbilles, mes activités restaient singulières. Sur la surface des cartons, chacune des bâches, j'écrivais. C'était ma seule passion. Je scribouillais des journées durant. Puis parfois, pour assainir ma faim et mes économies, je décampais des tôles esquintées. Au centre commercial. C'était juste histoire de manger des pâtes au réchaud. Au KLM sur le vieux matelas pérave. Les nouilles, c'est le plat le plus répandu dans le camp, avec le riz et la soupe maigre. Pour boire, il y avait l'eau du robinet, mais il n'y avait qu'un robinet. Du coup, tout le monde puait là-dedans. Sauf que les odeurs, ça dérangeait pas. Moi aussi, je sentais fort. On avait tous d'autres préoccupations. C'était surtout les riverains, les autres. L'odeur des sans-coquilles, ils peuvent en parler pendant des plombes adossées au coin du bar, tant qu'il y a de la vodka dans le shooter ou de l'afro-trap sur le dance floor. Moi, je les comprends. Le travail, c'est la santé. Et puis, il n'y a plus de travail, alors... Le plan robot a certainement un défaut. Jamais évoqué ni au bar, ni ailleurs. T'es remplacé si tu possèdes une situation. Quand t'as rien, bah t'as encore moins. Autant chez mes congénères que chez les autres, on me prenait pour un fou. J'en avais rien à foutre. Puis ça m'empêchait pas de tirer mon coup. J'allais draguer dans les nombreux clubs du coin. Passé 23 heures, je comprenais pas comment les filles faisaient pour perdre toute perspicacité. Dès qu'elles étaient beurrées, hop, suspension consentie d'incrédulité. Depuis le premier souffle, les femmes sont déformées par cette pulsion cosmique de vie, l'impossibilité de la stérilité. Des monstres, poussés à grossir puis éclater d'une autre chimère bicéphale, l'enfer inaltérable d'une décomposition circulaire. Y a rien dans les coulisses, air derrière le rideau. Et alors, un jour, le vide se reconnaîtra comme seul spectateur. Oh là là, je remerciais une fois de plus ce précieux éthanol qui m'arrangeait bien. Dès le réveil matinal du lendemain de cuite, je sentais sa présence, quand les effluves de réalité reviennent nonchalantes, se poser sur les tchouins à côté de moi. À ce moment, j'étais souvent jeté dehors, traité de tous les noms. J'avais l'habitude. Clodo revenait le plus souvent. Juste avant, fils de pute et narvalo. Je rêvais, quand l'alcool emportait loin mes souvenirs les plus enfouis, à de jolies meufs islandaises, genre suédoises ou norvégiennes. Je bavais des heures comme ça sur leurs boucles dorées, tombant au seuil de gros ins. J'y pensais. Elles étaient bonnes à baiser, mais pas à aimer. D'ailleurs, dès que ce bon vieux spectre de l'amour me sortait des limbes de l'ivresse, je débandais direct. La dure réalité de ces filles faciles, leur sourire édenté, noirci de mascara, ça me faisait frissonner. J'ai assisté à des descentes de flics dans le camp. Cela se passait toujours la nuit, pour saisir les familles dans le sommeil. Tout le monde se réveillait au clairon des nourrissons et aux contrebasses des matraques. C'était le cirque en fanfare, le défilé extatique des rafles du dimanche soir. Ils emmenaient quelques mômes, démontaient des tentes et cassaient pas mal de gueules.
De voir ça la première fois, j'ai eu envie de soulever des mers, puis on s'y fait. On s'habitue sans s'en rendre compte. Avec l'usure, on devient une loque. L'histoire semble bloquée sur replay, impossible de zapper. Mais contrairement à Desnos, il m'épargnait chaque fois qu'il voyait les dispositions de mon langage et de ma tenue. Les enfoirés. Le lendemain matin, au croisement de certains regards, je compris ce que certains sans coquilles me reprochaient depuis mon arrivée. Je venais de l'enfer, et à juste titre, j'étais encore un peu des autres. Il me restait cette âme en peine au fond quelque part, l'ange déchu. Alors, un soir, j'ai tout brûlé. Portefeuille, papier, carte bleue et nostalgie. Mes ailes, direct dans le bras zéro. Avec des lames de rasoir, je me suis même élagué les empreintes digitales. C'est la coutume par ici. Après ça, on a tous bu comme des trous et chanté en cercle autour du feu. J'avais payé ma dernière tournée et toute la bouffe pour le camp. C'était fête, l'anniversaire de ma disparition. Ainsi, je n'étais à présent plus personne, à moins que rien, peut-être pour être enfin. Il y avait, entre les paquets vides de pâtes et les montagnes de PQ, des dizaines de cadavres de boîtes qui jonchaient le sol poisseux de mon abri. Je prenais que des chocs à pic. Leur chocolat se fondait dans le lait et cette saveur sucrée me rappelait l'enfance. Comme tous les pauvres glandeurs sur la terre, je retournais le paquet chaque matin et les inepties qui étaient imprimées m'absorbaient tout doucement, vers la remontée de conscience et les grilles de l'école. C'était là toute la lecture de l'humanité. Elle ressemble pas mal au pop-corn, ces céréales noires. Le pop-corn, j'en bouffais pour 4. Cette merveille de la nature exposée au gosier par la malice de l'homme, un être dual, un corps fermé, lisse et timide, tout réservé sous sa corne dure. Il vient s'agiter au gré des ondes, soumis à la force des molécules. Là, enfin, son instinct se révèle dans l'explosion des sentiments pop. Voilà son être singulier qui fleurit en météore blanc mousseux. Délice unique qui se mêle en pointe de sel parmi des centaines, pour finalement se trouver seul dans cette salle obscure, entre ces doigts incertains qui se cherchent sous le projecteur, les plus heureux faisant pop aux battements irréguliers des amours, laissant se poser les plus grognons au fond du sachet, les seuls qui dans le terreau resteront graines. Avec le temps, j'étais gagné de plus en plus par un mal de tête insidieux, sûrement une de ces fièvres orientales qui se transmet entre les latrines du camp, comme si l'on frottait dans l'intérieur de ma tête, des démangeaisons infatigables aux incisions de mes longs ongles sales, mon cuir chevelu devenait rougi de cicatrices sanguinolentes. Mais je crois bien connaître ce cercle qui défibrille un à un la corne de mes doigts, celui qui glisse tranquillement sous les pages abîmées de mes cahiers, d'abord pour zioter, puis pour arracher mes articulations manuscrites. Sous ces airs bon enfant, il se dessine un autoportrait fin comme le vent glacé du campement. Il passe par chaque recoin embrasé jusque sous le grand bûcher pour apporter sa réponse, la seule. L'imaginaire est l'unique refuge. L'amour, l'amitié, le jeu, l'imaginaire, rien que des mots morts pour masquer le vide. Que serait le monde sans nos créations? Rien que le vide. Que serait cette jolie fille sans mon regard posé sur elle? Que le vide. Si je dis que j'aime, c'est que le monde imagine, et tout le monde aime au fond, même celui-là, celui où nous errons. Ordette, mon ami du campement, m'a tout juste appris son passé chargé de tourments. Il vivait avec sa famille dans un petit village en bordure du Sahara, juste quelques maisonnettes et un troupeau. Mais il a été contraint de fuir la guerre, tentant d'emporter les siens et de laisser disparaître dans une tempête d'obus et de pick-up armés tout ce qui faisait leur petite vie tranquille. Il débordait de regrets. C'était sa peine pour être resté aveugle au présage du destin. J'observais ses yeux brillants, perdus dans cette nuit étoilée où il me racontait doucement. Les fumées sont venues du ciel pour danser avec les dunes. Blanches comme le soleil, elles se mêlaient au sable envolé. Jamais dans ma vie, et même dans les vieux contes ancestraux, on ne m'avait préparé à cela. Ainsi lui aussi avait vu ces fumées qui, à mes yeux, apparurent parfaitement noires. Elle lui aurait ensuite soufflé dans le creux de l'oreille cette mystérieuse mise en garde. Sois prudent, mon enfant.
de la plus grande des folies, d'avoir voulu être sincère dans le jeu absurde. Il m'avoua, les larmes aux yeux, avoir laissé ses messages sur le compte de la fatigue, du délire mystique sévère. Il n'en dit pas un mot à sa famille. Aujourd'hui, il se trouve seul avec son fils, sa femme et sa fille assassinés sauvagement par ces faucheurs du désert. Nous parlâmes longuement de nos deux visions, qui nous parurent à présent, et nous en étions certains, plus que de simples expériences hallucinatoires. Cela avait été réel. Voilà notre preuve réciproque. Il était mon reflet. Alors on s'est donné le mot, motus et bouche cousue. Je déambulais au rythme de la foule beuglante et haletante qui formait le cortège anti-robot. De temps à autre, entre les tambours et les slogans scandés en chœur, je lâchais une caisse. C'est qu'au milieu de tout ce théâtre cartonné, rien ne me semblait plus ennuyeux que cette peine des choses. Ce truc, fait pour rentrer dans l'histoire en amadouant les corps chétifs, mais qui en imposteur ne crée que de l'oubli. Pourtant, juste au-dessous de ces t-shirts rougeoyants, se trouvait la souffrance intérieure, une chose vivante faite pour le vide, qui ne demande qu'à être exaltée, mais se réserve seulement à la main des plus révoltés, ceux qui s'aventurent dans l'au-delà, loin, trop loin. Non, à l'ennui! Voilà ce que j'entendais saturer depuis les mégaphones. Il se faisait tellement chier les gens maintenant. Dans le cortège, il y en a qui se bousculaient pour un selfie. Le manque d'attention, ça tourne pas rond. Fallait faire gaffe tout autour. Le cortège de flics était imposant, carrément disproportionné par rapport à la foule. Au moins 2 flics pour un gugus. L'État, depuis la mise en place du grand remplacement, s'était donné gracieusement l'exemple et avait remplacé à hauteur de 80% son effectif policier. Nous étions cerclés de robots. Sûrement était-il programmé sur neutralité et prudence, parce qu'il restait là juste pour nous étudier avec cette froideur qu'ont seuls les androïdes. Eye tracking, IA, apprentissage profond, featuring les croquants, qui eux restaient d'un calme inébranlable, absorbés par la bonne tenue de leurs banderoles et la justesse des chants révolutionnaires. Ils semblaient pas voir qu'ils étaient cernés par l'ennemi. Les machines étaient pourtant juste là, en face d'eux et dans la poche de leurs pantalons. C'est à se demander de quel côté se trouvait la procession de robots. Peu à peu, le soleil se rangeait derrière les vieilles bâtisses en briques, et sous un petit crachin plein de camaraderie, le cortège se dissolvait en vociférant. Avant de rentrer, je voulais faire un petit tour par le vieux port et sa zone foraine. Fallait d'abord longer les berges, passer au travers d'un glossaire maritime, senteur de poissons, roulement des cordages et bistrots étroits. Le port était comme d'hab peu éclairé, dégoulinant de pluie et balayé par le blizzard. Il gardait son ambiance chien jaune, genre secrète polichinelle et petite délinquance. Il s'y disait, entre pastis et café, l'un de ces sales ragots que, dans le temps, on allait pour casser du clodo près de la capitainerie. Sauf que c'était du passé. Maintenant, il y avait les sans-coquilles pour ça. Alors, à mesure que je m'éloignais, le poisson mutait en barbe à papa. J'entendais déjà la ritournelle du carrousel, le tintement hypnotique des jetons au fond des grosses machines grises. Il y avait là, toujours fidèle à son poste, le monsieur du manège. Il faisait rouler ses yeux sur les gamines, il se murmurait des trucs dans sa moustache frissonnante. Il marmonnait si bas que personne comprenait jamais. De toute façon, il parlait pour lui. Le plus étrange, ça restait quand même sa grosse tête. Elle dansait encore et encore, perdue dans le grondement infernal des sourires enfantins. J'ai observé attentivement, avant que la pluie eût raison de moi, ces rares visages amusés qui s'abîmaient sous les lampions. Il y avait là des adultes qui jouaient aux naïfs, abusés depuis l'enfance par des rêves trahis. Puis toutes les bonnes choses ont une fin, le disque se mit à dérailler. Les pères de famille trop bourrés commençaient leur farandole, c'était le moment de déguerpir. Je me trouvais plus très loin du camp, quand une vieille clocharde sortie de derrière une ruelle, timbrée d'un fort accent parisien, me désigna de son index décharné. « Eh dis donc, playboy, eh l'autre !» Sa voix vibrait, hurlant de tous ses organes. Les mots jaillissaient de ses pores et tirant sa peau comme un élastique. Ça éclatait de ses yeux jusqu'aux ovaires. En dessous du tronc, c'était de la barbaque, une putain de boucherie. À son cou, juste sous le menton, il y avait un bec d'oiseau qui piaillait et ingérait comme un vrai. Elle arrêtait pas de piailler, convulsée dans tous les sens par la douleur. Moi, la tête froide et titubant, j'essayais de rester cool.
Son odeur de viande fétide me révulsa. Pleine de spasmes nerveux, je la voyais toute desséchée qui se volatilisait vers l'obscurité, mâchant chacune des syllabes. Il faut les faire manger. Il ne resta plus qu'un écho terrorisant. Disparaissant peu à peu, elle laissait place à un bourdonnement sourd, semblable à des milliers de battements d'ailes qui s'agiteraient autour de moi. J'étais cerné, pris au piège. Alors je fendis à ma coquille, et sans surprise, je piaillai à mon tour. À mon réveil, rude, transpirant, j'entendais crier, sangloter. Il y avait des coups de feu à canoncier, des crépitements embrasés. Tout le monde courait et trébuchait dans la boue. Certains étaient traînés par des masses sombres, d'autres pataugeaient dans le sang. Je cherchais à me relever, mais une forte douleur dans le bas du dos m'en empêcha. On me piétinait dans un mouvement de fuite, ça n'arrêtait plus de hurler. Les gens se confondaient dans la rougeur de l'incendie. Passant la main sur mon visage, je sentais qu'il était ruisselant de sang. C'était ouvert au-dessus des yeux. J'étais à genoux, abasourdi, en voyant que les flammes s'étendaient à perte de vue, bien au-delà des cratères lunaires et des dieux grecs. Le camp était à peine reconnaissable. La moitié des tentes étaient couchées dans le brasier. Des corps inanimés jonchaient le sol. Je remarquais que plusieurs flics machines procédaient à des interpellations. Impossible de savoir qui était menotté. Mes yeux se noyaient dans le sang. D'une ferveur inconsciente, je tentais d'atteindre le hurlement d'un nourrisson. Un réflexe de survie, le geste primaire de l'empathie humaine. Il m'a fallu enjamber le charnier. Derrière, il y avait plusieurs types armés de carabines. Ils tiraient sur les Robocop et les gens qui rampaient au sol. J'entendais plus le bébé. Le monde était coup de feu. Quelqu'un me prit par le bras avec une force surhumaine. Le choc fut tel à l'atterrissage que je perdis quelques secondes connaissance. Je revins à moi, traîné sur le sol par une main féreuse. Des cailloux rentraient dans mes plaies. Je pouvais même plus bouger mes jambes. Le brouhaha chaotique s'éloignait. Était-ce mon ouïe affaiblie ou juste des échos du lointain? J'y voyais air. Après avoir bouffé la terre sur une longue distance, on me balança comme un sac sur un sol rigide. Tombé là, déchiqueté et cassé, je retournais dans les limbes. Nom, prénom, genre, date de naissance, profession. Allez hop, vous me remplissez ça, s'il vous plaît. Je sais pas répondre, monsieur. Putain, prends le relais de Joe, je vais l'emplâtrer, cette tête de con. Un type se lève et pose son gros cul sur l'autre chaise. Bon, écoutez, on sait très bien d'où vous venez, votre oncle vous a identifié, les tests sanguins concordent. Je sais pas de quoi vous parlez, monsieur. On est là pour vous aider, si vous faites pas d'efforts, vous partirez avec les autres. Pourquoi qu'ils veulent me garder? Hein? Les autres? Moi je suis un autre. Je ne sais, monsieur. J'entendais que ça gueulait de l'autre côté de la cloison. À cause de moi, il paraît. Ils étaient tous vénères là-dedans, le plastique s'ébranlait de partout, une frégate sur le flanc. Le gros type se lève et se tire en laissant ouvert. Il voulait user mes nerfs. Je vous rassure, messieurs, tout va bien là-dedans. Comme on dit chez moi, si je suis assis là, c'est que je suis à ma place. 3 autres types rentrent, lunettes noires, blouson bleu. J'entrevois un robot flic dans le couloir. Tu les aimes, hein, les nègres? Les beurs? T'aimerais qu'ils t'enculent, pas vrai? Encore une bande de maboules. Je ne comprends pas, messieurs. Celui du milieu fout un coup de poing dans le néon. Il n'y a plus que les 2 autres dans la lumière. Je reçois une giclée de bave sur le visage, puis une autre. Ma chaise bascule. Je sens qu'il s'énerve. Paf, retour au sol. D'accord, t'as gagné, tu vas partir, mon con. Mais on va t'organiser un pot de départ. Les 2 enfoirés me détachent et me tiennent dans le coin de la pièce. Le type du milieu prend les dossiers et froisse ça en boulettes. J'en prends 2 dans la bouche. Il baisse mon fut. Les FDP, il bourre la chemise cartonnée. Ça bloque, ça veut pas passer. Crac. J'avale les boulettes. Bon voyage. Ce genre de choses, c'est à l'abri des regards indiscrets. Dans le secret. Personne pourrait le croire. On est des milliers, entassés dans des fourmis grillagées. Les prétoriens nous lâchent sur le tarmac, dans l'estomac des gros pélicans de feu. Où est la lumière? Certains sont pas attachés, rebondissent, s'écrasent sur leurs organes vitaux. Personne dira rien. Pas un cri, pas un son. Juste l'onde des chaos. Des ricochets perdus sur l'océan. Les comateux se réveillent, séisme à bord, la terre tremble, le sol est là. Les premières senteurs de mort, faufilées dans les mandibules, ils saluent Amon-Ré. Salut à toi et bienvenue. Au dehors, pas de douane, juste le soleil qui appuie fort, très fort et ensanglante nos pupilles lunaires. Viens là, toi, là-bas.
Ça parle de moi, on me saisit par la main. Je me laisse faire, j'ai plus de force. Ma peau ondule, on dirait des vagues, un corps liquéfié. L'étreinte des mains, la tache de la pierre, ça coule en bulles noires effilées. Elle répète, rampante, un dialecte dégrafé. Salut à toi et bienvenue. Dans le profond, un vieil homme chante au sommet d'une tour. Je suis le veuf, l'inconsolé. Alors toutes les bouches ont des cordes qui se frottent aux unes et jouent les autres, le paradis dissonant. Alors les boyaux d'argent s'empoignent sur moi, l'obscurité revient en riant, la foule applaudit son retour, je ne quitterai plus cet endroit. J'arrêterai pas de parler, j'arroserai ces visages désintéressés de centaines de mots, cons, idiots, de sens pesés, pesés lourds, juste du vent, une onde éphémère qui parcourt le vide, immuable caca, invisible, invincible fossé entre moi, l'autre et moi-même. La foule se rit en retour. Ah, menti, comme tu me manques déjà. 6 mètres carrés d'escar purulents, imbibés d'ordures, fléaux clandestins. La caverne de mes rêves. Autour, il y en a plein d'autres. Ils hurlent en succubes, figés dans la pierre, les gargouilles du douat. Ici, on ne mange pas, on boit air. C'est peine si on pisse, si on se permet de chier. Rien ne se compte plus, les choses passent comme les autres, un après zéro, après un. Je suis l'enfant, naufragé solitaire, perdu dans sa paume, un îlot qui hurle, à l'aide. Quelle compagnie que son écho rombière à l'horizon de la flotte, sur des eaux assurées, des radeaux amicaux, quelques signes de main, par-dessus la tempête, les regards se révulsent jusqu'à la cécité, le reflet qui inquiète, l'âme perdue qui échoue, au flanc muet de l'immensité. Personne viendra donc me libérer? Même les mouches ont choisi l'extinction. Mes doigts, au bout des pieds, ils me parlent. 10 compagnons, amis pour la vie, qui m'avouent avec leur voix impénétrable, aux pompeurs du côté gauche et aux suceurs du côté droit, que me disent-ils? Que moi, l'enfant, serai libéré quand les hommes qui vivent au-dessus des êtres quitteront la vie pour revenir au vide à la force de leurs mains, celles qui façonnent le mensonge. Alors j'attends, gisant dans la poussière, évanoui. Ma vie de rêve, ce rêve éveillé. Voilà qu'il pleut sur moi des violettes, fendant mes pores. Sors, c'est la libération. J'étais au grand air, contact direct. On me refoulait déjà en poésie. Portait le poids des pierres, saignait des bras aux jambes ces gros tas de poussière. Il y en a plein avec moi, ceux qui avaient survécu. On faisait tous la même taille, les mêmes gueules de mort. Je te dis pas comment ça tapait là-dedans. Quand tu tombais raide, ça faisait un gros nuage rose. Les casquets arrivaient en grande pompe. Si t'étais mort, ils traînaient dans le sable jusqu'au charnier. Sinon on te relevait. Tu pouvais toujours courir. L'argent, c'était fini. Les flics, la loi, quick, c'était le renouveau. Les vrais hommes, ceux qui avaient dit non à la machine. Les menteurs sont morts, place aux êtres. La nouvelle musique. Puis alors on érigeait des trucs, comme des vies souterrains qui éjaculaient de la lumière. Ils appelaient ça le culte du soleil, l'essence des 1000 lunes. Oh bordel, on voyait mes côtes, et dans mes côtes, les vers qui par milliers les disloquaient. Mes filles, putain de sa race, où qu'il est mon petit cul? J'ai envie de baiser, moi. Des tines, l'odeur du Big Mac, la couleur du ciel, mes amis, au pays des ossements. Ils ont choisi la foi. Et moi je voulais la machine, être électrique, possédée. Ici, y a rien que du jaune qu'on prend pour du blanc, et qui tire à balles réelles dans l'artère, les iris, la sève, le regard de maman. Les bébés aux bites gonflées, ils éclatent, s'envolent au ciel, jamais plus. Ah ça non, je tâterai du billet, pas le moins de bifton. Faut faire son trou, mon gars. La vie c'est pas pour les branleurs. Ferme donc ta gueule, boss, ça se mérite, tu comprends? Mes stories, mon Facebook, rendez-le, m'entendez-vous? J'ai dit rendez-les! Devient génial. Qui dit ça? Menteur. Les gendarmes, les pivers, ça n'existe pas. Se noyer dans le sang, la merde, le plastique, oui, des poches de gaz comme des constellations. Je reviens au caca, là où je suis né, nulle part, ballotté, rejeté du reflet où je finirais noyé. Et puis, migrer. Tiens, regardez, il y a plein de corps avec moi. Et j'ai